sur la mythologie comme science. C'est pas une science qui existe depuis tout le temps, hein, c'est très récent même. Et tout ça relève, en fait, la mythologie relève d'une autre science beaucoup plus large, qui est l'anthropologie. Et l'anthropologie, donc c'est pareil, c'est encore un mot en logie. Hein. Bon voilà, donc ça va être un discours savant, argumenté, logique, sérieux, sur la première partie du terme, qui va être anthropos, c'est-à-dire l'homme. Mais l'homme, évidemment, au sens de l'espèce humaine, hein, des humains en général. C'est pas l'homme masculin, hein, sinon on aurait dit andrologie, comme on dit gynécologie. Hein. Donc c'est l'anthropologie, c'est un discours sur l'homme. Et c'est même une science de l'homme, tout simplement. Et première constatation, ben, c'est quand même un peu curieux qu'il existe une science de l'homme, bon, et que cette science, elle est enseignée nulle part. C'est comme si c'était pas trop important, quoi, d'avoir une science de l'homme. Hein. Quand même, désolé, mais une science de l'homme, ça peut être utile peut-être, hein, si on peut comprendre ce qui se passe avec cette espèce, vu tout ce qui se passe, ça pourrait peut-être utile d'en faire un peu à l'école, par exemple. Bon, or c'est pas le cas. Pour faire de l'anthropologie, on n'en fait pas à l'école primaire, évidemment, on n'en fait pas au collège, on n'en fait pas au lycée. Et puis après, on n'en fait pas non plus. Si on rentre en fac, c'est par hasard que peut-être, après un cursus plus ou moins chaotique, eh bien, on va pouvoir commencer à faire de l'anthropologie autour du niveau du doctorat, quoi, hein. Donc ça, c'est très peu de gens. Alors que, de mon point de vue, ça devrait être, tout le monde devrait faire un peu d'anthropologie. Au moins un peu, quoi. Et on devrait enseigner l'anthropologie dès l'école primaire, tout comme on enseigne alors on peut se dire, ouais, mais pourquoi il n'y a pas besoin de faire des anthropologues, tout le monde ne va pas être anthropologue non plus. Hein. Bon, oui, mais tout le monde ne va pas être mathématicien, mais on enseigne quand même aux gens à calculer, quoi. Hein, et on enseigne quand même aux gens à écrire à peu près correctement. C'est pas pour faire des écrivains spécialement. Hein. On enseigne la géographie, c'est pas pour faire des géographes. Et on enseigne l'histoire, c'est pas pour faire des historiens. Alors il y en a dans le tas qui le deviennent, hein, mais on pourrait enseigner l'anthropologie simplement parce que c'est la science de l'homme, voilà, et que ça peut être utile, une science de l'homme. Alors l'anthropologie, eh bien, comment ça commence? En gros, on peut dire que ça commence avec ce qu'on appelle les grandes découvertes. Les grandes découvertes, c'est-à-dire les voyageurs, et puis ensuite les missionnaires et les colons qui arrivent pas tard derrière, les voyageurs qui sont partis d'Europe. C'est ça qu'on appelle les grandes découvertes, hein. C'est ceux qui partent d'Europe, parce que ceux qui parlent de Chine, qui sont partis de Chine, par exemple, on en parle beaucoup moins. Mais c'est comme ça historiquement. Et c'est des gens qui sont partis et qui ont découvert des mondes complètement inconnus. L'Océanie, voilà, l'Amérique, bon, et en découvrant ces mondes, ils ont découvert des gens qui étaient là. Et ces gens, il s'est très vite posé la question de savoir si c'était bien des humains. Et dans le doute, on les a appelés longtemps des naturels. Naturel, dans les récits de voyage, hein, les voyageurs rencontrent des naturels. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas des gens qui sont dans la culture, ils sont dans la nature. Voilà. Quand ils parlent une langue, ils parlent. On comprend pas ce qu'ils disent. Voilà. Est-ce que c'est bien une langue d'abord, hein? C'est des sons, hein, voilà, mais on comprend rien. Donc ils parlent, c'est une espèce de borborigme, voilà, d'où l'origine du mot berbère et du mot barbare. Donc voilà, on voit assez vite que la rencontre entre les voyageurs occidentaux et puis ces autopapes, peut-être n'a pas été toujours, évidemment, une rencontre de découverte réciproque dans l'émerveillement. Et la réflexion là-dessus commence, en gros, une réflexion argumentée, vraiment qui prend comme sujet ce qu'on a appelé les croyances, donc les mythes, mais je reviendrai sur ces termes, qui sont des termes extrêmement piégés. Ça commence en gros avec quelqu'un qui s'appelle Charles de Brosse. Donc je ne sais pas si vous connaissez Charles de Brosse, qu'on appelle aussi le président de Brosse, parce que c'était un magistrat. Hein, c'était un magistrat, et c'était un ami d'enfance de Buffon. Il est mort, Charles de Brosse, il est mort en 1777, facile à retenir. Et c'était, comme à l'époque, beaucoup de, disons, des savants de l'époque, c'était des gens qui s'intéressaient un peu à tout. Hein. Donc il était magistrat, lui, mais il s'intéressait à plein de trucs, et notamment, il s'intéressait beaucoup à la géographie, par exemple, d'où son intérêt pour les voyages. Lui-même n'a pas voyagé, mais voilà, il s'intéressait beaucoup à ça. Et on lui doit, par exemple, des termes comme Polynésie. C'est lui qui a inventé le mot Polynésie.
c'est lui qui a inventé le mot austrasie, voilà, pour désigner des ensembles qui étaient nouvellement découverts et donc qui posaient des questions redoutables. Question redoutable, genre quand on a découvert l'Amérique, évidemment, la grosse question, c'est les Amérindiens. Il y a eu un gros problème tout de suite parce que, à l'époque, le livre qui expliquait le monde, c'était la Bible. Et donc, et les chrétiens pensaient qu'il y avait eu une révélation valable pour l'ensemble de l'humanité. Et là, d'un seul coup, on trouve un continent entier avec des tas de gens là-dedans qui n'ont jamais entendu parler de la Bible, n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et du coup, la question, c'est comment se fait-il ? Si la révélation, elle est universelle, si elle est pour tous les humains, alors eux, ils sont passés à côté, donc c'est pas des humains. Ou donc, la Bible se trompe. Ah, alors, un gros problème. Hein, bon. Et donc, voilà. Donc, lui, c'est un des premiers qui commence à réfléchir là-dessus. Alors, il se documente avec la documentation de l'époque, hein, évidemment, la documentation de l'époque. Donc, quelques récits recueillis en Afrique, quelques récits recueillis déjà en Amérique, et puis en Océanie. La mythologie antique, hein, donc grecque et puis égyptienne. Et tout ça était, jusqu'à lui, considéré comme incomparable. Incomparable au sens, on ne peut pas les comparer. C'est des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Voilà, on ne va pas quand même comparer la mythologie grecque, qui est vraiment et les Grecs, qui sont quand même le parangon de la rationalité, l'invention de la philosophie, tout ça. On ne va pas comparer ça avec les naturels, qu'on a ensuite appelés sauvages. Quand même un peu de sérieux, quoi. Hein, bon. Et donc lui, il a dit, c'est pas évident, c'est pas évident. Il a écrit en 1760 un livre qui s'appelle Le culte des dieux fétiches. Donc les dieux fétiches, les fétiches. Hein. Fétiche, vous savez peut-être que c'est un mot qui vient du portugais, feitiço, et que c'est de la même famille que factice. Hein, c'est la même racine. Hein. Et c'est les dieux factices, ça veut dire faux, tout simplement. Les dieux fétiches, c'est les faux dieux, parce qu'évidemment, il n'y a qu'un seul vrai dieu. Hein. Et il a réfléchi sur cette question de comment se fait-il qu'il y a un vrai Dieu qu'on connaît et puis on découvre des gens qui, eux, adorent des dieux fétiches, des faux dieux. Et il a eu l'idée de dire, en fait, c'est peut-être un peu comparable. Et peut-être que pour mieux comprendre à la fois ce que sont les mythologies classiques, hein, antiques, grecques, égyptiennes, etc., et puis ce qu'ont l'air de croire les sauvages, peut-être qu'il faudrait regarder ça d'un même regard. Et il a écrit en particulier dans son livre, là dont je viens de parler, qui a été réédité et que vous pouvez trouver, hein, et puis qui est même en téléchargement gratuit dans l'édition originale sur le site Gallica hein, de la BNF. Culte Dieu fétiche, vous le trouverez. Et il dit notamment là-dedans, et c'est le grand point hein, de son apport, en général, il n'y a pas de meilleure méthode, je le cite là, en général, il n'y a pas de meilleure méthode pour percer les voiles des points de l'Antiquité, donc la mythologie grecque, tout ça, peu connue, que d'observer s'il n'arrive pas encore quelque part sous nos yeux quelque chose d'à peu près pareil. C'est-à-dire, pour comprendre la mythologie grecque, peut-être qu'il faudrait regarder en Afrique, par exemple, ce qu'il en est des dieux fétiches et ce que disent les gens et comment ça fonctionne, tout ça. Et peut-être que, voilà, en comparant les deux, on comprendrait mieux. Alors, à l'époque, c'était absolument scandaleux. Du coup, il a publié son livre, il ne l'a pas publié en France parce que ça aurait fait un énorme scandale. Et ça a fait un scandale, voilà, parce que c'était juste complètement incroyable d'affirmer une chose pareille à l'époque. Et donc c'est le premier qui a dit, nous avons quelque chose de commun au point de vue de la mythologie avec les pires des sauvages, comme tels que regardés par les gens cultivés de l'époque. Et cette idée n'a pas pris du tout, parce que c'était juste une idée qui paraissait complètement idiote, abracadabrante. Et c'est une idée qui n'a pas pris. Voilà. Et il a fallu quasiment un siècle pour qu'un autre chercheur, un autre, essayiste, hein, reprenne cette idée et la systématise. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Taylor, hein, T-Y-L-O-R. Et Taylor, au XIXe siècle, a écrit le premier livre dans le titre duquel apparaît le mot anthropologie. Et c'est un livre important parce que, alors lui, il explique qu'il y a une chaîne ininterrompue
entre ce que nous appelons maintenant les mythes des naturels, sauvages, et puis les mythes des Grecs, Égyptiens, et peut-être nos propres façons de voir le monde. Et donc ça, à ce moment-là, comme un siècle avait passé, comme on avait découvert de plus en plus de gens, qu'on avait fini par admettre que quand même c'était des humains, c'est passé beaucoup mieux. Et surtout, il a, en réfléchissant à cette, disons, à cette continuité, cette chose en commun qu'il y a peut-être entre tous les humains finalement, de quelle que soit leur époque, quel que soit leur continent, leur langue, etc. Il y avait peut-être quelque chose en commun, et cette chose en commun, il l'a appelée culture. C'est le premier qui utilise le mot culture au sens où nous l'utilisons maintenant en parlant des cultures, voilà, des cultures amérindiennes par exemple, voilà, ou de la culture, je sais pas moi, des Bororo. Bon. Et il définit la culture, il donne une définition qui est celle-ci, c'est l'ensemble complexe comprenant le savoir, la croyance, l'art, la morale, la loi, la coutume et toute autre capacité ou habitude acquise par l'homme en tant que membre d'une société. C'est la définition que nous gardons en gros de la culture, c'est toutes façons de faire, les façons de voir, les façons de réfléchir, les façons d'être, comment on s'habille, comment on mange, tout ça, tout ce qu'on peut observer dans toutes les cultures du monde, eh bien on va appeler ça culture. Avant, c'était pas comme ça. C'était la première fois, donc, en 1871, il a écrit un livre qui s'appelle Primitive Culture, la culture primitive, au singulier, s'il vous plaît, pour regarder, pour embrasser d'un seul regard tout ce qu'on pouvait savoir à son époque de toutes les cultures du monde. Et alors là, c'était aussi un peu scandaleux parce qu'on avait l'habitude de considérer que les cultures donc primitives, dites primitives à l'école, à l'époque, et qui maintenant sont dites premières, mais c'est la même chose, un peu plus polies, disons, eh bien, elles étaient pas de même nature. On ne pouvait pas comparer vraiment, parce que on considérait par exemple et on considère encore souvent, que les cultures primitives, et donc les primitifs, sont des gens qui sont alogiques. Vous avez un auteur ensuite qui s'appelle Lévi-Bruhl, un philosophe français, qui a beaucoup développé ça, le thème de la logique du mythe. Ces gens, ce seraient des gens dont l'esprit ne fonctionne pas comme le nôtre, voilà, et ce sera un fonctionnement complètement incompatible avec le nôtre. Et donc, alors ensuite, ça je vous parle juste des premiers qui ont commencé à réfléchir sur ces questions et qui ont utilisé la matière mythique, et donc les contes, toutes les traditions orales, pour réfléchir sur cette question. Ensuite, il y en a eu beaucoup d'autres, je ne vais pas évidemment vous faire l'historique complet parce que ce serait terrible, mais je vais en citer au moins un autre parce que vous le connaissez peut-être déjà, et puis vous pouvez trouver son grand œuvre qui s'appelle Le Rameau d'Or, et c'est James Fraser, voilà, qui, lui, il est mort on avance dans le temps, il est mort en 1941, et lui, il a, lui aussi, avec une érudition absolument folle, il avait tout lu, tout lu dans le monde de l'anthropologie, de l'ethnologie, des traditions, de ce qu'avaient recueilli les missionnaires, les voyageurs, les administrateurs coloniaux, tout ça. Il avait tout lu, et donc il essaye de faire de tirer de ça une vision globale de l'ensemble des cultures du monde, voilà, en particulier en ce qui concerne les mythes et la mythologie. Et puis voilà, c'est le début d'une tradition, disons, qui perdure, et qui est une tradition qu'on appelle donc l'anthropologie, et ces gens faisaient de l'anthropologie, certains sans le savoir, et puis d'autres en le sachant parfaitement, comme Tyler, qui a lui-même inventé le terme anthropologie dans ce sens-là. Et du coup, quand on regarde un peu rétrospectivement, on s'aperçoit que tous les gens qui se sont occupés de cette question, en gros, on peut résumer en disant comment se fait-il que les cultures soient différentes? C'est pas obligé, on pourrait tous avoir dans le monde entier le même genre de culture, parler une seule langue, pourquoi on parle plusieurs langues? Bon, pas obligé non plus. Bon. Comment ça se fait? Voilà. C'est une question évidemment redoutable. Et comment ça se fait que partout dans le monde, toutes les cultures humaines dont on a pu avoir connaissance, toutes ont une mythologie, c'est-à-dire racontent des trucs sur le monde.
Eh bien, évidemment, pour aborder cette question-là, ce ne sont que des amateurs qui ont traité de cette question-là. Des amateurs au sens, ils n'ont pas été formés pour ça. Aucun de ceux dont j'ai parlé, évidemment, parce que c'est eux qui ont inventé cette science. Ils ne pouvaient pas être formés. Hein, bon. Mais maintenant, c'est pareil. Si vous prenez... alors, si je vous demande de citer des anthropologues, vous allez dire... Et des mythologues, vous allez dire... Françoise Héritier, qui n'est pas du tout, qui n'a pas jamais été formé spécialement au départ à l'anthropologie, ou d'autres. Lévi-Strauss, professeur de philosophie, qui part en Amérique à cause du contexte politique et qui n'est pas du tout préparé à ça, forcément, parce qu'il n'y avait pas de préparation. Mais c'est encore vrai avec quelqu'un comme Philippe Descola, par exemple, qui tient la chaire de Lévi-Strauss au Collège de France. Ben, il n'a pas suivi des cours d'anthropologie pour devenir anthropologue. Il a lui aussi suivi des cours de philosophie. C'est un philosophe au départ, quoi. Et on voit que l'immense... Maurice Godelier, c'est pareil, philosophe au départ. Donc on s'aperçoit que une énorme quantité d'anthropologues qui se sont spécialisés dans l'étude des mythes, n'avaient aucune formation, sinon, quand ils en avaient une, c'est une formation de philosophe, très souvent et presque en général, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de formation. Alors Françoise Héritier, j'ai dit qu'elle n'avait pas de formation. Si, elle avait une formation, mais en égyptologie. Bon, c'est pas faire de l'égyptologie, apprendre à déchiffrer les hiéroglyphes, c'est pas le meilleur, a priori, ça semble pas le meilleur moyen pour aller faire l'ethnographie des Mossi, comme elle l'a fait, quoi. Bon, voilà. Ou on est dans la salle Germaine Tillon, là, hein, donc voilà, c'est pareil. Germaine Tillon, qui est devenue anthropologue des Berbères, et puis aussi un peu des Touaregs, voilà, elle n'a pas été spécialement préparée pour ça. Enfin, si, elle avait appris le berbère à l'INALCO, mais bon, à l'école des langues orientales, avant de partir, mais quand elle a su qu'elle partait, mais c'était pas du tout prévu au programme. Hein. Et donc, ces gens, en fait, comment ils font? Parce que ça paraît curieux quand même. Hein, une science d'amateurs, en fait. Hein, une science composée de gens qui sont là par hasard. Bon. Et qui pratiquent cette science par hasard. Ça ne veut pas dire que c'est pas du tout méprisable, hein, le terme amateur. Hein, c'est des gens qui aiment quelque chose, hein, quand même. Hein, bon. Donc, mais quand même, c'est des gens qui ne sont pas des professionnels formés longuement pour devenir ce qui est devenu leur métier. Et en général, quand ils racontent comment ça se passe, eh bien le schéma classique, hein, il est très simple, c'est que c'est des gens qui partent de chez eux, qui quittent l'Europe en général, et qui vont très loin. Voilà, Lévi-Strauss chez les Bororo, Françoise Héritier, on a dit, chez les Mossi notamment, Maurice Godelier chez les Barouillas en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc voilà, les gens, ils se barrent et ils vont très très loin, et puis ils se retrouvent dans un petit groupe d'humains qui sont là, et auxquels ils connaissent rien. Mais ce qui s'appelle rien. Et donc, en général, ce qui se passe, c'est qu'ils s'installent à côté, pas trop loin, pour qu'ils soient visibles, et puis ils campent là, et puis ils attendent. Ils attendent en espérant que les gens vont venir les voir, et puis se dire, mais vous faites quoi là? C'est quoi le truc? Vous venez d'où d'abord? Puis c'est quoi là? Qu'est-ce que vous faites là? Et c'est assez souvent ce qui se passe, parce qu'on a un peu pitié d'eux, là. Ils sont là, ils sont complètement démunis quand même. Hein, bon, et on s'aperçoit très vite qu'effectivement, ils sont complètement niais, parce qu'ils ne parlent pas la langue, ils comprennent rien, faut tout leur expliquer, ils savent pas se nourrir, ils savent, enfin rien, quoi, débiles complets, bon. Ils font connerie sur connerie, parce qu'évidemment, alors voilà, ils vont marcher sur une pierre qui était la pierre sacrée, sur laquelle ça n'a jamais marché, bon. Il faut bêtise sur bêtise, et ils sont comme des enfants, quoi, voilà. Et donc, s'ils se font adopter, ce qui est généralement le cas, il y a une famille qui les adopte, par exemple, voilà, qui prend un peu pitié d'eux, puis qui va les nourrir, tout ça, leur apprendre tout, et bien ils sont comme des enfants, et ils apprennent comme des enfants, c'est-à-dire qu'ils apprennent d'abord à parler, parce qu'ils apprennent à parler en baragouinant, hein, parce qu'il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de dictionnaire, c'est eux qui vont le faire peut-être plus tard, mais pour le moment, là, ils sont juste nuls, quoi. Hein, bon. Et petit à petit, ils apprennent la langue. Bon, alors c'est le premier pas, ça, apprendre la langue. Oui, ça se fait pas en 5 minutes, quoi. Hein, apprendre une langue simplement sur le tas, comme ça, sans aucun outil. En plus, parfois, quand vous n'êtes pas du tout préparé, vous n'avez pas de formation linguistique, vous êtes philosophe. Bon, c'est pas une meilleure préparation pour faire de la linguistique, quoi. Bon, c'est long. Voilà, c'est long, ça peut prendre 1 an,
Ça peut prendre 2 ans, et puis ça peut prendre toute la vie, hein, pour certains. Et ça explique que, notamment que ces gens... et alors après, une fois qu'ils ont appris la langue, bon, bah, c'est bien joli, c'est pas leur but en fait d'apprendre des langues. C'est pas des linguistes ces gens-là, c'est pas ça vraiment qui les intéresse. La langue c'est un outil, c'est le moyen de trouver autre chose. Et ce qu'ils cherchent, c'est qu'est-ce que les gens ils disent avec leur langue, et puis comment ils se comportent dans le monde, voilà, comment ils font tout. Voilà. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a une naissance, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent sur le monde, l'origine du monde, leur propre origine, tout ça, voilà. Donc pour ça, c'est très très long. Voilà. D'abord, les gens, ils n'ont pas forcément envie de vous raconter ces trucs-là. Hein. Vous êtes un étranger, il n'y a aucune raison qu'ils viennent, puis ils disent, ah tiens, je vais t'expliquer comment nous, non, il n'y a aucune raison, quoi. Donc il faut les questionner, et ils n'aiment pas qu'on les questionne, bah, c'est un peu normal, hein, bon, voilà. Donc tout ça est très long. Et ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, très très long. Ce qui explique qu'en général, les anthropologues, ils sont spécialistes d'une culture, d'une population. On fait ça une fois dans sa vie, mais 2, bon, 3, c'est rarissime. Il y en a, il y a Martin Guzin, un anthropologue allemand qui a travaillé en Terre de Feu, par exemple, et lui, il a cheminé de culture en culture, il s'est fait toutes les cultures de la Terre de Feu, qui étaient encore vivantes à l'époque et qui maintenant ont disparu, les Selknam, tout ça, tous ces gens-là, et à chaque fois, il a appris la langue, et à chaque fois, il a fait toute cette démarche, quoi, et son œuvre est absolument colossale et unique dans la mesure où depuis, les cultures ont disparu, les gens ont disparu. La dernière femme, Selknam, on sait quel jour elle est morte, etc. Et donc, quand la langue est disparue avec elle, et voilà. Et puis ça, c'est des choses qui sont arrivées très souvent. Mais en tout cas, on fait ça une fois, et pas très souvent, quoi, dans la vie. Et une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est bien joli tout ça, mais quel est le but de l'opération? Le but de l'opération, généralement, c'est de revenir à la maison, revenir dans sa propre culture, revenir chez soi, pour expliquer, pour exposer ce qu'on a cru comprendre, avec tout cet énorme effort, ce qu'on a cru comprendre des cultures des autres. Et donc pour ça, ils font des articles dans des revues spécialisées, ils font des conférences, ils font des expositions, ils ramènent des trucs qu'on met dans les musées de l'homme, voilà, maintenant du Cabranly, ils font des livres, hein, ils font une monographie, généralement, de la culture dans laquelle ils étaient. Maintenant, ils font des films, c'est pratique parce que voilà, si les gens ils dansent, par exemple, pour expliquer comment ça se passe, c'est mieux d'avoir un film que de raconter par écrit. Bon, voilà. Mais en gros, ils reviennent pour exposer dans leur propre milieu d'origine ce qu'il en est dans cette culture là-bas, les Bororo, les Barouya, etc. Et oui, d'accord, mais pourquoi? Bon, d'accord, c'est intéressant, mais tout est intéressant. Hein, bon, voilà, c'est une spécialité comme une autre. Bon, voilà. L'idée qu'ils ont derrière la tête, les anthropologues, et l'idée de l'anthropologie en général, c'est que comme ça, on va comparer. Parce que ce que je viens de décrire, en fait, c'est plutôt, on peut dire que c'est un travail d'ethnologue ou d'ethnographe. L'ethnographe, c'est celui qui va sur le terrain, puis qui graphène, hein, qui écrit tout ce qu'il voit. La caricature de l'ethnographe, c'est le type avec son petit carnet. Hein, bon, voilà. Vous savez, vous avez un masque des Dogons, il y a le masque de l'ethnographe. Hein. Donc les types, ils mettent, pour certaines fêtes, ils mettent sur la tête, hein, et c'est Griaule, c'est Marcel Griaule qui est représenté, et on le reconnaît parce qu'il a un petit carnet. Exactement comme dans les églises, on reconnaît les saints à leur attribut. Hein. On reconnaît Saint Laurent parce qu'il a un grill, vu qu'il a été brûlé, il a été martyrisé, il a été brûlé vif sur un grill. Et donc, dès que vous voyez un bonhomme avec un grill, vous êtes sûr que c'est Saint Laurent. Bon. Et vous voyez un bonhomme qui remonte sa robe de bure, et puis il y a un chien qui lui lèche une pièce, voilà, c'est Saint Roch, etc. Donc il y a des attributs. Là, c'est l'attribut de l'ethnologue, c'est le carnet. Hein. Et donc voilà. C'est les ethnologues. Mais l'anthropologue, lui, il fait la même chose. Pas toujours, mais généralement il fait la même chose. Et en plus, il utilise les travaux des autres ethnologues, parce que, comme je le disais, on ne peut pas faire ça 36 000 fois. Et puis quand même, les cultures dans le monde, il y en a beaucoup. Si vous voulez comparer les cultures en général, actuellement, il y en a quelque chose comme 6500, quoi. Donc là, déjà, si 3, on n'y arrive pas, on ne va pas le faire. Donc, pour comparer, il faut utiliser les travaux des autres. C'est-à-dire, il y a des bibliothèques qui sont remplies de du résultat de cette prise de notes sur les carnets qui a été mis au propre et qui font les monographies de milliers de cultures du monde. Il les compare pour trouver quelque chose, pour répondre à la grande question de l'anthropologie, qui est la question des universaux.
C'est-à-dire que derrière l'immense diversité des cultures, eh ben, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de commun? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'universel? Et quoi? Voilà. Et ça, c'est une question qui est terrible. Hein. C'est très difficile de répondre à ça. Alors, il y en a des universaux. Hein. Par exemple, un universel qui est très largement répandu, puisqu'il est universel, et qui, du coup, nous concerne particulièrement, c'est l'ethnocentrisme. Considérer que notre culture, c'est le modèle par lequel il est indispensable, il est nécessaire, logique, normal, voilà, de considérer le monde. Et que les cultures des autres, en gros, se trompent. Voilà. Nous connaissons la vérité sur l'origine du cosmos, voilà, parce qu'il y a les astrophysiciens qui nous l'expliquent. Voilà. Sur l'origine de l'homme, il y a les paléontologues qui nous l'expliquent. Voilà, c'est la vérité. Hein, voilà. Mais évidemment, toutes les cultures du monde ont un discours là-dessus. Ce sont les mythes qui l'exposent et eux se trompent. Hein, alors, les mythes, donc, qu'est-ce que c'est que les mythes? Qu'est-ce que sont ces récits que collectent et que notent sur leur petit calepin et maintenant enregistrent les anthropologues? C'est des discours, mythos en grec, c'est un discours. Un discours. Mais c'est un discours point à la ligne, hein, c'est un discours, voilà. Il y a d'autres mots en grec hein, pour dire discours, donc je vous en ai déjà donné un qui est logos. Et déjà, on sent qu'il y a un problème, parce que s'il y a deux mots, déjà, c'est qu'il y a peut-être différents types de discours, on peut dire. Hein. Mais il y en a même plus que deux. Il y en a pas mal. Et il y en a un autre que vous connaissez comme mot, mais que vous ne connaissez pas dans ce sens, c'est plasma, qui était un des mots grecs pour désigner un discours. Mais ces mots, il se trouve qu'ils ont changé de sens, parce que quand on dit les Grecs, c'est pareil, quand on dit les Grecs, ça dure 1000 ans, hein, c'est quand même pas rien, quoi. Et donc les mots évoluent, la culture grecque, c'est pas un truc monolithique qui bouge pas pendant, voilà, on se réfère quand en Grèce, hein, parce que si c'est au 7e siècle avant notre ère, c'est pas pareil que la Grèce tardive, quoi. Hein. Bon voilà, donc quand même, il s'est passé des trucs, hein, les gens ils ont évolué, le vocabulaire a évolué, et c'est ce qui s'est passé pour le mot mythe. Au départ, le mot mythe, c'est un récit, et il s'est un peu spécialisé au sens que nous donnons, nous, maintenant, au mot fable. La meilleure preuve, c'est que du temps d'Homère, le mot mythe désignait fable, au point qu'on parlait des Aethiopiou mythoi, pardon, c'est les fables d'Ésope. En grec, on disait les mythes d'Ésope. C'est des histoires qui racontent. Et un mythe, c'est une histoire. C'est voilà, raconter des histoires, c'est mythologein, c'est mythologiser, c'est raconter des histoires. Alors, et fable, du coup, puisque j'ai dit le mot, ça vient du latin fort fari, qui veut simplement dire parler. Hein. Et au XVIIe, XVIIIe siècle, vous avez eu plein de dictionnaires de la fable, des petits bouquins en général, qui s'appelle Dictionnaire de la fable, qu'on peut trouver, parce qu'il y en a eu tellement qu'on trouve ça chez les bouquinistes pas cher maintenant, et puis aussi Gallica, toujours, ou Internet Archive, vous pouvez en trouver. Qu'est-ce que c'est qu'un dictionnaire de la fable? C'est pas des dictionnaires qui vous compilent des histoires du type Les Fables de La Fontaine, pas du tout. C'est des dictionnaires de mythologie grecque, à destination des jeunes filles. Donc, un petit peu expurgé, parce qu'évidemment, la mythologie grecque, c'est quand même un peu... bon. Alors, donc on a logos, on a mythos, mais du coup, ces termes, ils étaient en concurrence. Et comme toujours dans les langues, quand il y a des termes en concurrence, eh ben, ils vont se spécialiser. Et mythos, peu à peu, s'est spécialisé par opposition à logos, dans le sens de récit non complètement fiable. Voilà, un récit peut-être imaginaire, un récit, voilà, c'est toujours un récit, toujours une histoire, un truc qu'on raconte, mais bon, auquel il faut peut-être faire attention et ne pas croire, hein, voilà. Et ce sens-là, c'est figé avec Platon, qui désigne comme mythoi, comme mythe, les histoires que racontent les rhéteurs, hein, ceux qui pratiquent la rhétorique, c'est-à-dire l'art de discourir pour convaincre les autres, même avec des arguments complètement faux. Et plasma, c'est intéressant de voir ce qu'il en est de plasma. Plasma, c'est aussi des récits, mais c'est des récits arrangés, parce que plasma
À l'origine, ça désigne aussi, ça vient d'un verbe grec qui désigne le fait de modeler, et notamment de modeler des petites statuettes. Hein. Plastique, c'est la même racine. Et quelque chose qui est plastique, c'est quelque chose qu'on peut modeler. Hein. Et donc, la parole, les histoires peuvent se modeler. Hein. C'est-à-dire, je peux les arranger, je peux les bricoler, je peux intervenir sur une histoire. Je ne suis pas obligé de raconter l'histoire telle que je l'ai entendue. Hein. Je peux la modeler, voilà. Et ça devient un plasma. Elle est elle-même plastique, l'histoire. Hein, voilà. Et du coup, on voit qu'il y a différentes catégories d'histoires qu'on puisse raconter. Il y a les histoires du type Logueil, ce que je vais raconter quand je fais le savant, hein, quand j'argumente, si on n'est pas d'accord, j'ai des arguments en réserve, je peux citer des auteurs qui ont démontré que, et voilà, j'argumente. Hein. Et puis, il y a le mythe où j'argumente pas. Voilà, je raconte simplement une histoire. Voilà. Et puis, un plasma, c'est la même chose que le mythe, mais arrangé. C'est-à-dire, comme on dit pour les contes, littérarisés. Vous savez, Perrault, par exemple. Hein, voilà, c'est des contes qui sont très connus, traditionnels, et tout. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui arrive, c'est de matière plastique, et qui les bricole, qui les arrange à sa façon, qui expurge, qui rajoute des trucs, qui fait le beau avec la langue, voilà, et qui va le mettre en verre, par exemple. Ça c'est plutôt de l'ordre du plasma. Et nous héritons de ça. Ce qui explique que maintenant vous avez le logos qui a servi pour faire tous les mots en logie qui désignent des discours sérieux. La psychologie, c'est quand même un discours sérieux sur psyché, l'esprit. Bon. Et la mythologie, c'est un discours sérieux sur mutoi, donc qui sont des discours pas vraiment du même type, quoi, qui sont pas vraiment argumentés, qui sont pas sérieux, quoi, voilà, auxquels on n'est quand même pas obligé de croire. La mythologie grecque, qui sait qui y croit maintenant, hein, bon, à moins que dans la salle, il y a... Bon, je sais pas, mais bon. Ça veut dire qu'en gros, les mythes, c'est des trucs auxquels nous, on ne croit pas. Ce qui introduit la notion de croyance. Alors, la notion de croyance, elle est compliquée, parce que quand on désigne quelque chose comme une croyance, très généralement, c'est parce que nous, on n'y croit pas. Et qu'il y a quelqu'un qui a résumé ça très bien, quelqu'un qui s'appelle Pouillon, qui a fait un magnifique article fondateur sur cette approche-là. L'incroyant, c'est celui qui croit que les croyants croient. Parce que les croyants, eux, ils ne croient pas qu'ils croient. Ils croient que ce que les autres appellent croyance, c'est la vérité. Et ça, c'est un universel anthropologique. Toutes les cultures du monde ont des discours, profèrent des récits sur le monde, alors des récits, des mythes, donc, avec tout un type de mythes. Hein. Vous avez des mythes cosmogoniques, qui vous racontent une histoire pour expliquer l'origine du monde. Hein. Les mythes anthropogoniques, qui vous racontent une histoire pour expliquer l'origine des humains. Les mythes sociogoniques, qui vous expliquent pourquoi il y a plusieurs classes sociales, hein, pourquoi il y a plusieurs groupes sociaux. À chaque fois, l'idée qu'il y a derrière, toujours, c'est de dire c'est une question d'enfant, ça répond à des questions d'enfant, hein, c'est pourquoi que c'est comme ça. Hein. Pourquoi qu'il y a plusieurs classes sociales? Bon, c'est pas obligé, il pourrait y en avoir qu'une. Hein. Bon. Pourquoi il y a plusieurs groupes humains? Les mythes ethnogoniques répondent. C'est les mythes qui vous expliquent qu'il y a plusieurs groupes ethniques. Il pourrait y en avoir qu'un, hein. Tout le monde parle la même langue, tranquille, et voilà, et puis un seul groupe humain, tout baigne, quoi. Pourquoi il y en a plusieurs? Donc, mythe de Babel, par exemple, ou tous les mythes de type Babel, etc. Et donc, toutes ces histoires, c'est ça que nous, maintenant, nous appelons, quand on parle des mythes de façon sérieuse, et pas de dire, ouais, tout ça, c'est des mythes, c'est donc des récits qui expliquent, qui racontent une histoire pour expliquer l'état présent du monde. Et qui justifie l'état présent du monde. C'est toujours des histoires qui vous disent, en gros, ouais, bon, bah d'accord, maintenant c'est comme ça, hein, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Voilà. Autrefois, c'était différent. Genre, je sais pas moi, apparemment, il semblerait que nous soyons tous mortels. Bon. Pourquoi? Enfin, il n'y a pas de raison, quoi. C'est un peu pénible, d'abord, et puis, pourquoi? C'est quoi? Ça pourrait être autrement, quoi, quand même. Ah, donc, il y a des mythes, plein de mythes qui vous racontent ça, qui vous racontent une histoire. Plein d'histoires différentes là-dessus, hein, mais voilà, qui vous disent, ah, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Naguère, autrefois, in illo tempore, c'est tellement vieux qu'on ne sait pas quand, hein, mais au début du monde, bon, voilà. C'est vieux, en tout cas.
eh ben, les hommes étaient immortels. Ou bien, la mort était déjà là, les gens mouraient, mais c'était pas un gros problème, parce qu'en général, 3 jours après, ils ressuscitaient. Voilà. Et tout baignait, c'était super. En plus, il n'y avait pas de maladie, donc pas de mort aussi, parce que voilà. Et donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est passé un truc qui fait que maintenant c'est comme ça. Et le mythe, c'est ça qu'il vous raconte. Les mythes, c'est toujours des histoires qui vous racontent une rupture. Il y a un état ancien du monde. Il y a un truc qui se passe, c'est ça que le mythe raconte. Et puis maintenant, c'est comme ça. Puis, content, pas content, c'est comme ça. Hein. Ce qui est important, ça veut dire que ça justifie l'état du monde. Quand c'est l'origine de la mort, on peut dire c'est pas grave. Enfin, je veux dire, si, c'est grave, mais c'est moins grave que les mythes sociogoniques, par exemple, qui vous expliquent qu'il y a des puissants et des misérables. Qu'il y a des peuples qui sont supérieurs à d'autres. Hein. Parce qu'on vous dit, ah, mais ça n'a pas toujours été comme ça, mais il s'est passé un truc, puis maintenant c'est comme ça, puis c'est comme ça. Voilà. Bon. Donc la mythologie, c'est bien, mais en même temps, c'est aussi une façon de justifier peut-être parfois l'injustifiable, en particulier dans la mythologie contemporaine. Bon. Et bon, voilà, donc histoire, faut que je regarde le temps, parce que sinon ça va durer 4 jours, mon truc. Je raconte un quand même pour que ça, voilà. Parce que j'ai parlé de l'origine de la mort, moi, mon préféré, alors il y en a plein. Un de mes préférés, c'est... Et en même temps, c'est un mythe anthropogonique. C'est un mythe anthropogonique qui explique donc l'origine de l'humanité. Donc ça, c'est un mythe qui se raconte essentiellement en Eurasie nord-orientale. Donc vous voyez, Sibérie, les Tungus, tout ça, tous ces gens-là, voilà, mais à descendre jusque vers limite de la Mongolie. Hein. Et on vous dit que au tout début, il y avait un dieu qui est le créateur. Il avait déjà pas mal fait de taf avant, il avait créé le monde, tout ça, bon voilà. Mais c'était pas mal, il était content de son truc, mais c'était un peu, disons, monotone, terne, parce que voilà, il se passait rien de spécial, bon, il commençait à s'ennuyer. Et il s'est dit, je vais créer un truc un peu distrayant, l'humanité. Et donc pour ça, il a pris un peu de terre, un peu d'argile. Donc ça, c'est limite qu'on appelle de choroplastie. On aime bien parler grec hein, quand on fait le savant. Donc choroplastie, pourquoi? Parce que les choroplastes, dans le monde grec, ce sont les potiers, en gros. Mais les gens qui font une certaine catégorie qui modèlent une certaine catégorie de petits objets en terre cuite, qui sont des petites statues humaines. Hein. Et donc lui, il a pris un peu d'argile, et puis il a fait 2 petites statues, un homme, une femme. Voilà, il fait son truc, content, voilà, bon. Et puis, voilà, il les met là, et oui, mais il bougeait pas du tout, quoi. C'était sympa comme truc, mais bon, il s'est dit, ouais, évidemment, mais où avais-je la tête? Il manque l'âme. Et donc, il faut leur insuffler une âme, parce que sinon, là, ils vont rester là, comme ça, à rien faire, c'est pas bien. Ils vont pas se reproduire non plus, tout ça. Bon. Donc, il se dit, faut que je leur insuffle l'âme. Et alors, pas de balle, il se rappelle qu'il a oublié l'âme très loin ailleurs. Et donc, il faut qu'il aille chercher l'âme pour l'insuffler dans ces petites statuettes. Et le problème à l'époque, c'est qu'il n'était pas tout seul comme divinité, il y en avait une autre, qui était, vous savez, dans les grands mythes dichotomiques, comme ça, où il y a toujours un dieu bon et un mauvais. On connaît un peu ça. Hein, bon. Et donc, le mauvais, généralement, il intervient, et puis, à chaque fois qu'il intervient, il fait des conneries, il détruit ce que l'autre a fait, il le modifie, c'est moins bien après, ou il essaye d'imiter. Puis c'est raté à chaque fois, quoi, genre, le dieu bon, sympa, et lui, il crée l'abeille, c'est super, l'abeille, le miel, tout ça, bon, voilà, et l'autre, il veut faire pareil, pof, il fait le frelon, quoi, bon, voilà, à chaque fois, c'est pareil, quoi, à chaque fois qu'il intervient, c'est la cata. Et dans la région dont je vous parle, ce dieu-là, qui est donc le dieu mauvais, quoi, hein, il s'appelle Erlik. Et Erlik, dans les langues de cette partie-là du monde, ça veut dire la mort. Et donc Erlik, à chaque fois que le dieu bon fait quelque chose, l'autre n'est pas loin en train de guetter, faire des conneries. Il le sait, le dieu bon, donc il se dit, bon, faut que j'aille chercher l'âme, je laisse les statues là, mais évidemment l'autre il va rappliquer, je ne sais pas ce qu'il va faire avec les statues, mais bon, méfiance. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tiens, je vais créer le chien. Hein, et puis comme ça, le chien, ce qui est un gardien, hein, il va garder les statues tranquille. Voilà, comme ça, je vais pouvoir aller chercher l'âme. Et donc, il crée le chien, qui met à côté des statues, et le chien, il garde la statue.
Et c'est en Sibérie, hein, il fait pas chaud hein, là-dedans. Et puis le chien, à ce moment-là, au départ, le premier chien, hein, il était doué de parole. Et il était nu. Il avait juste la peau et pas de poils. Et il avait pas chaud, quoi. Hein. Et donc Erlik attend que le dieu bon s'en aille. Il arrive, il veut prendre les statues, et il y a le chien. Et le chien, il est là. Bon. Et donc, il voit que ça va pas trop le faire, donc il se dit, voyons, alors, il aborde le chien, puis il dit, ah, et bon, l'autre, là, il t'a créé, bah, c'est bien, hein. Non, on va pas dire que c'est mal, c'est bien, c'est sympa, quoi. Bon. Mais il pense jamais à tout. Il est nul, en fait, parce que, voilà, tu cailles, hein, voilà. Pas chaud et tout, il n'a pas pensé à te donner un vêtement chaud. Parce que si tu avais un vêtement chaud, tu n'aurais pas froid. Moi, si tu veux, je peux te donner un vêtement chaud que tu garderas toute ta vie, tout le temps, toute ta descendance l'aura, et plus aucun d'entre vous, les chiens, n'aura froid. Voilà. J'ai juste une petite condition quand même, c'est que je voudrais juste jeter un petit coup d'œil sur les deux statues, là, mais juste, juste une minute. Hein. Voilà, c'est juste pour voir. Voilà. Le chien, il se dit, bon, qu'est-ce que je risque? Une minute, bon, il juste regarder, bon... il dit oui. Et paf, le chien, il a ses poils, super, il a chaud et tout, super. Bon. Et l'autre, il laisse le Erlik approcher. Le Erlik approche, il regarde au-dessus des statues, comme ça, et il crache sur chaque statue. Un gros glavio vert, là. Bon. Et puis, il s'en va. Le chien, il sent qu'il a fait un peu une connerie, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et donc, le dieu, bon, revient avec les âmes pour insuffler les âmes dans les deux petites statuettes. Et de loin, il voit le chien avec des poils, donc il comprend que il s'est passé un truc, il devine évidemment ce qui s'est passé, que évidemment c'est l'autre naze qui est arrivé, bon voilà, puis qui a fait un truc, bon voilà. Et donc il dit au chien, il approche du chien, puis il dit je t'avais dit de garder les statuettes, voilà, bon bah puisque c'est comme ça, d'abord, et d'une, je t'enlève la parole, terminé, hein, tu essaieras de parler, mais tu feras bou, ça ne marchera plus, fini la parole. En plus, tu seras l'esclave des humains, tu seras à leur ordre, toujours, à leur service, voilà, les garder, les aider à la chasse, tout ça, voilà, mais tu seras plus libre de tes propres, voilà, de ta vie. Et puis, voilà, faut faire un peu gaffe. Et du coup, une fois ça fait, il prend les statues pour leur insuffler l'âme. Mais il y a les gros glavios verts dessus, atroces, c'est vraiment complètement nul, quoi. Donc il veut les nettoyer, il prend une bouchée d'herbe comme ça, puis il frotte. Et ça marche pas, parce qu'en fait, il frotte comme ça, le glavio, il colle tellement que, paf, quand on repousse, il se recolle derrière, enfin, il frotte, il n'arrive pas, quoi. Voilà. Oh, il est embêté. Et bon, il essaye, ça marche pas, et d'un seul coup, il a une idée de Dieu, j'allais dire de génie, non, de Dieu, et donc il se dit, elles sont encore un peu molles, c'est de l'argile, mais c'est pas encore complètement sec, quoi, et donc il prend les statuettes comme ça, et il fait, frout, il les retourne comme un gant. Ce qui fait que tout l'extérieur est à l'intérieur. Les glavios, on les voit plus, il insuffle l'âme, terminé, ça fait les humains, tout ça. Et ça explique pourquoi nous autres humains, régulièrement, nous tombons malades. Parce qu'à l'intérieur, il y a des trucs, c'est pas complètement pas. Il suffit d'ouvrir d'ailleurs pour regarder. À l'intérieur, c'est pas. Parce qu'évidemment, il y a les glavios de l'autre là qui sont là, c'est un peu pas ragoûtant à l'intérieur, quoi. À l'extérieur, ça va, mais à l'intérieur, bon. Et donc, du coup, ça fait que régulièrement on tombe malade et que nous tentons, mais c'est peine perdue, hein, nous tentons d'expectorer le reste des glavios qui restent à l'intérieur. Nous crachons, nous toussons, tout ça, mais ça marche jamais. Et à force de tomber malade, un jour nous mourons, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un mythe à la fois anthropogonique et d'origine de la mort, et d'origine des maladies, et d'origine du chien. Voilà, juste pour donner un petit exemple. Mais c'est bien un exemple de mythe qui vous expose voilà, une rupture. Hein. Avant, c'était comme ça. Bon, il s'est passé cette histoire, maintenant, c'est comme ça. Puis on ne va pas faire machine arrière. Hein, voilà. Alors, les gens qui racontent ce genre de choses, ils ne racontent pas ça comme un mythe au sens où nous utilisons le mythe. Ils le racontent pour expliquer pourquoi les humains meurent. Parce que c'est une question quand même, on pourrait ne jamais mourir. Pourquoi on tombe malade? On pourrait ne jamais être malade quand même, ce serait pas mal, non? On tombe malade. Pourquoi? On raconte cette histoire. Ce qui veut dire que les gens qui racontent cette histoire, eux, ils n'ont pas d'autre explication que celle-là. Et ça, c'est la vérité, tout simplement. C'est une histoire vraie. Et quand on compare ce qui se passe dans le monde entier, on s'aperçoit très vite que
les mythes sont toujours des histoires qui disent le vrai au sein des sociétés dans lesquelles elles sont narrées. Voilà. Le mythe dit toujours le vrai. Ce qui fait que les gens qui les racontent et les gens pour lesquels c'est le vrai ne peuvent pas les reconnaître comme mythes. Ce qui veut dire que le seul moyen de les reconnaître comme mythes, c'est de comparer les cultures et de s'apercevoir que, ah ben eux ils disent ça pour expliquer la mort, mais eux ils disent autre chose. Ah. Donc c'est deux histoires différentes qui ne sont pas compatibles. Voilà. Il y a une explication, mais il ne peut pas y en avoir 36. Tout comme à propos des divinités. Voilà, si pour les mythes soit anthropogoniques, soit cosmogoniques, le monde a-t-il été créé? Et si oui, par qui? Vaste question, hein. Eh bien, vous avez des gens qui vous racontent une histoire pour ça, qui disent oui, oui. Alors maintenant, il y a des gens qui disent non, non, il n'a pas été créé. Hein. Tout ça, c'est... Non. Mais il y a des gens qui racontent, ceux qui disent qu'il n'a pas été créé, racontent aussi une histoire, hein, pour expliquer l'origine du monde. Mais ceux qui pensent qu'il a été créé vont raconter une histoire en disant, ben voilà, à l'origine, il y avait un dieu, ben, c'est le plan que je viens de vous raconter là, hein, il y avait un dieu qui, et blablabla, racontait une histoire, il a créé le monde pour X raisons, voilà. Mais d'autres vont vous dire, non, en fait, c'est deux dieux, voilà. Et à eux deux, ben, ils ont créé le monde qu'on connaît tel qu'il est. Il y en a un qui faisait des trucs bien, l'autre qui faisait un peu aussi ce que j'ai raconté, l'autre qui soit complétait, ce qu'on appelle j'oublie le nom. Enfin, il complétait, il rajoutait des petits trucs et tout, ou il en dézinguait d'autres, et le résultat, c'est le monde tel qu'il est. Mais d'autres vont vous dire, mais non, c'est pas deux dieux comme ça, masculins, c'était un couple divin. Hein, il y avait un dieu masculin, un dieu féminin, ils formaient un couple, et c'est en coïtant, par exemple, qu'ils ont créé le monde, où voilà, à eux deux, ils ont fait le monde. Puis d'autres vont vous dire, mais non, mais pas du tout. Il y en avait plusieurs, il n'y avait pas que deux, il y a toute une famille de dieux qui s'y sont mis pour créer le monde. Hein, voilà. Puis d'autres vous dire, mais non, c'est pas une famille, ou je sais pas moi, une dizaine, comme ça, c'est pas sérieux. Non, non, il y en avait des centaines, en réalité, des dieux. Et puis d'autres vous dire, non, mais des dieux, il y en a des milliers, ou des dizaines de milliers, ou des millions, comme au Japon. Les kami. Hein. Et donc, on voit tout de suite que les gens qui disent ça, pour eux, ils disent la vérité. Mais nous, si nous avons toutes ces histoires les unes à côté des autres, notamment grâce à l'écriture, bon, si nous avons toutes ces histoires les unes à côté des autres, nous voyons tout de suite qu'elles peuvent pas, quoi qu'on en pense de ces histoires, elles peuvent pas être toutes vraies. C'est un dieu, c'en est deux, un couple, 10, 20, 30, 10 000, enfin, ou pas du tout. Bon, les gars, il faut choisir, là. Ça peut pas être tout vrai, ça. Hein. Donc on voit tout de suite que, il y a sans doute des histoires là-dedans qui sont fausses, du point de vue de celui qui pense que, ou de celle qui pense que, moi, je connais l'histoire qui est vraie. Et donc, on a tout de suite un problème qui est que, comment fait-on pour reconnaître les mythes? Par comparaison. Et en fait, la comparaison, elle s'opère par deux moyens. Elle s'opère par un moyen commun, mais avec deux déclinaisons. Une déclinaison double, qui est... le moyen, c'est la distance. Si j'y crois pas, c'est que j'ai une distance par rapport à cette histoire. Sinon, j'y crois, c'est simplement pas une histoire, c'est la vérité. Et cette distance, comme toutes les distances, elle peut être de deux types. Elle peut être géographique ou temporelle. Et du coup, on comprend combien il est facile de reconnaître les mythes grecs. Parce que là, les mythes grecs, les Grecs, c'est quand même, il y a un petit moment, hein, là on a une bonne distance temporelle. Quand on regarde ce qu'ils racontaient sur l'origine du monde, de l'homme, de tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien on voit bien que ce qu'ils racontaient, c'est des mythes. Ça se voit tout de suite. Comme dit Lévi-Strauss, un mythe, c'est une histoire qu'on reconnaît comme telle dès qu'on l'écoute ou dès qu'on la lit. Hein. On voit tout de suite que c'est des mythes. Voilà. Et du coup, ça pose un problème. C'est un gros problème qui était pour notamment Fraser, dont je vous ai parlé, c'est comment se fait-il que les Grecs, alors quand même les Grecs, quoi, attention, hein, les Grecs, c'est quand même la logique. Logos, ça vient de logos aussi, hein, la logique, l'invention de la logique, de la science en général, de la philosophie en général, de la rationalité en général, bonjour, quoi. Hein, voilà, et puis nous héritons des Grecs, voilà, nous sommes les héritiers
comme nous disent tous les gens qui défendent le grec à l'école, ça fait partie de notre culture, voilà, nous sommes les héritiers des Grecs, quoi. Et les Grecs, c'est les parangons de la rationalité, du regard objectif sur le monde, etc. C'est eux qui ont introduit tout ça. Comment se fait-il que les mêmes racontaient ce ramassis de balivernes? Les mythes grecs. Hein. C'est quand même bizarre, comment des gens qui, si je peux dire, d'une main inventent la logique et de l'autre main, ils racontent des mythes complètement débiles. Quoi. On voit tout de suite que c'est débile. Qui peut croire les histoires de Zeus, les coucheries, là, tout ça, les métamorphoses pour draguer les filles et tout. Enfin, il y en a qui y croient, là. Bon. On peut pas croire des trucs pareils, quoi. C'est pas possible, quoi. Et donc, c'est un gros problème, ça. Comment ça se fait? Alors, on a trouvé une solution, c'est de dire que, ouais, mais les Grecs, attends, justement, ils sont dans leur époque, les Grecs, hein, c'est-à-dire que ils introduisent la rationalité, ils introduisent le logos au sens discours scientifique, ils introduisent voilà, un usage de la raison, tout ça, la philosophie, la réflexion sur le monde et tout, mais en même temps, ils ont encore un pied dans le monde primitif. Hein, voilà. Donc ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Ils sont sur le bon chemin, hein, le bon chemin qui va conduire à ce que nous sommes nous maintenant. Mais voilà, c'est pas ça encore, quoi. Voilà. Donc ouf, on sauve le truc. Bon voilà, ça c'est le discours de Fraser entre autres. Et bah oui, mais après on s'est aperçu que quand on regarde dans les campagnes, lui c'était les campagnes anglaises, et ben les gens qui étaient dockers, qui étaient paysans ou les gens même cultivés croyaient aussi des trucs, racontaient aussi des trucs. Pas beaucoup plus brillant que ce que racontaient les Grecs, quoi. Hein. Et donc, alors du coup, comment se fait-il, quoi? Parce que les Grecs, on comprend parce qu'ils étaient à leur époque, mais là, les gens, mes voisins, on vit quand même dans un monde quand même où on a quand même compris que tout ça c'était des balivernes, et eux, ils continuent. Ah, bon, gros problème là encore. Hein. Là, on a eu beaucoup de mal. Et en tout cas, distance temporelle, ça permet de comprendre, d'immédiatement identifier comme mythe la distance, c'est l'altérité. On considère les autres comme des autres. Pas comme des alter-ego, comme des autres. Ils ne sont pas pareils, vraiment. Hein. Ils sont bizarres, quand même. Hein. Bon. Et donc, on voit tout de suite. Pour les Égyptiens, c'est pareil. Hein. Voilà. Puis toutes les mythologies antiques, on voit bien quoi, que tout de suite, qui peut croire Anubis, le mec avec une tête de chien et tout. Mais bon. On voit bien que c'est des mythes. Voilà. Et distance temporelle, sinon, hein, distance géographique. Ils sont très loin. Hein, et donc là, c'est pareil, quand on regarde les Barouillas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu'a étudié Godelier, quand on regarde ce qu'ils racontent, on se dit, non mais je rêve. Quoi. Bon, on voit bien tout de suite que c'est des mythes. Quoi, voilà. On le voit très bien. Et évidemment, vous voyez tout de suite aussi que ça pose un énorme problème, parce que, puisque c'est l'altérité qui permet de reconnaître les mythes et la mythologie, puisque c'est la distance qui permet de reconnaître les mythes et les mythologies, eh bien, c'est facile de reconnaître les mythes et les mythologies comme tels de tous les peuples du monde, mais il existe un peuple dans le monde avec lequel nous n'avons aucune distance, ni géographique, ni temporelle, c'est nous. Et donc, reconnaître nos propres mythes, c'est impossible. C'est juste impossible. C'est extrêmement difficile et le plus souvent impossible. Voilà. D'où la croyance et d'où le mythe, le plus terrible de tous les mythes peut-être, qui est de penser que nous nous sommes, nous, débarrassés de la mythologie. Parce que nous avons la science, notamment. Parce que, évidemment, un des discours sur la mythologie, qui était aussi celui de Fraser, c'était de dire que la mythologie, c'était une préscience. Science. Hein. C'est-à-dire, avant la science, pour expliquer le monde, pour répondre aux questions enfantines de pourquoi on meurt, pourquoi on est, qu'est-ce qu'il y a après la mort, tout ça, pour répondre à toutes ces questions terribles des enfants, eh bien, on était complètement démunis parce qu'on n'avait pas la science, et donc on racontait des trucs qui sont la mythologie et qui sont une sorte de préscience, une science, une science mauvaise en fait, hein, une science qui se trompe, voilà, une science qui n'est pas logique, et qui tient pas la route au regard de ce que nous pensons être la vérité. Alors, dans les récits qu'on raconte sur le monde, pour expliquer pourquoi il est comme ça, et tout, hein, pourquoi on a 5 doigts, pourquoi quand le soleil se lève, généralement la lune se couche, tous ces trucs, hein, voilà. Et bien, pourquoi il fait nuit, la moitié du temps, et puis toutes ces questions toutes simples. Nous avons dans le monde une série de récits qui racontent une histoire pour expliquer pourquoi c'est comme ça. Et une catégorie de ces récits a été notée dans les livres,
qui sont depuis considérés, et encore maintenant, par plein de gens, comme des livres sacrés. Donc la Bible, c'est une anthologie de mythes. Hein. Le Coran, c'est une anthologie de mythes. Le Rig Veda, tout ça c'est des anthologies faites par plusieurs auteurs, entre parenthèses, bon. Et au cours du temps, ça a pris du temps, mais c'est des anthologies, c'est des recueils de contes. Hein, voilà. Le problème, c'est que, évidemment, ces recueils de contes servent de base, mais comme tous les mythes, pour aborder le monde et pour justifier l'état présent du monde, notre condition humaine, tous ces genres de choses. Et ils sont associés, pour une partie du monde, à des rituels qui vont avec, à parfois une hiérarchie qui prend en charge l'observation des rituels, qui prend en charge la bonne conduite en fonction de ce qui est écrit en fonction de ces recueils, de ces anthologies de mythes. Et du coup, c'est ce que nous appelons religion. Et religion, évidemment, si je prononce le terme, il suffit peut-être de lire un peu les journaux, d'écouter la radio, voir la télé, tout ça, pour voir que ce terme, actuellement, disons, est source de problèmes. Et donc, il est peut-être bon de se demander, avec un regard anthropologique, évidemment, qu'est-ce que c'est que la religion ? Outre le fait que c'est quelque chose, façon d'être au monde, collective, qui s'appuie sur ces anthologies dont je parlais. Alors, un bon moyen pour aborder des questions de ce genre, de mon point de vue, c'est d'utiliser, je l'ai déjà fait plusieurs fois pour mythe déjà, l'étymologie. L'étymologie, c'est l'histoire des étymons. C'est un discours sur les étymons, c'est un discours sur les origines des mots. Hein. Alors attention, parce que l'étymologie, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'étymologie pour vous dézinguer. Hein. C'est-à-dire que dès que vous avez une question compliquée, comme ça, ils sortent leur pistolet à étymologie et ils vous disent « Ouais, mais l'origine du mot, c'est ça, et c'est ça que ça veut dire, point. » Bon, oui, d'accord, mais à l'origine peut-être, ou à certains moments peut-être. Bon, l'origine d'abord, est-ce qu'on la connaît? Et puis les mots changent de sens, puisqu'on avait dit, qu'on a déjà vu que le mot mythos, ça désigne une histoire vraie, plus que vraie, puisque c'est la vérité, tout simplement, et que maintenant nous utilisons, nous, le même terme pour dire c'est des cracks. N'importe quoi. Bon, il y a bien eu une histoire du mot, donc même si l'origine du terme, elle est telle que je l'ai exposée, c'est pas le tout du sens du terme. Mais ça nous permet de réfléchir, l'étymologie. Ça nous permet de voir que ce que nous croyions comme évident ne l'est pas, et que si on regarde un peu dans le temps, l'évolution du terme, ça a beaucoup bougé, qu'il y a tout un tas de trucs autour qui bougent avec, et que du coup, ça nous éclaire sur notre façon, parce que nous sommes juste à une étape de l'évolution du vocabulaire, de la langue et de tous ces trucs-là. Hein. Donc, c'est pas l'aboutissement, hein. Ça va encore changer. Bon. Donc ça permet un peu de relativiser les affaires et d'avoir une posture anthropologique, c'est-à-dire celle qui consiste à faire un pas de côté par rapport à ce que nous croyons être la vérité, c'est-à-dire d'essayer de nous déprendre de ce que je disais tout à l'heure comme étant un universel fondamental, l'ethnocentrisme, de penser que nous, on a raison, et les autres, ils ont tendance à se tromper. Alors, religio, parce que là, c'est pas un mot grec, il n'y a pas de mot en grec pour dire religion. Ah. C'est un mot latin. C'est un mot latin. Qu'est-ce que ça... D'où ça vient, le mot religio? Lié, relié. Lié, relié. C'est-à-dire, en latin, religae. Ça, c'est ce que tout le monde, presque tout le monde, dit et répète. Ce qu'on trouve dans plein d'articles, de livres récents, encore actuellement, etc. Et c'est complètement faux. C'est notre mythologie, ça. C'est bien de dire religion, ça vient du mot relier, et ça explique le fait que ça nous relie au sacré, ou à Dieu si on est vraiment à une croyance un peu plus réduite, mais au sacré si on est un peu plus large et qu'on est un peu agnostique, tout ça. Ça nous relie donc à une espèce à la surnature, à quelque chose de là qui nous dépasse et tout, et ça nous relie ensemble aussi dans notre condition d'être en dessous de la transcendance. Voilà, bon. Et c'est super, parce que voilà, c'est très bien, parce que ça nous donne une justification au monde, c'est-à-dire par définition, c'est de l'ordre de mythe.
On raconte une histoire, on apprend ça, on dit c'est un mot, je vais t'expliquer, voilà, ça vient du latin religare, qui veut dire relier, et c'est donc, voilà, je raconte une histoire, je suis en train de faire un mythe, je vais raconter un mythe en disant ça. Or, du point de vue linguistique, il y a quand même des gens qui s'appellent les linguistes, en gros, hein, dont c'est le métier, là, du coup, de faire l'histoire des mots, et qui ont fait l'histoire depuis pas mal de temps. Le premier et le plus important, c'est Émile Benveniste, qui ont fait l'histoire du mot religio. Ça vient du latin religere, pas religare, ça vient de religere. Et religio, en latin, si vous ne me croyez pas, ouvrez n'importe quel dictionnaire de latin, même un dictionnaire de lycée, hein, s'il en existe encore. Hein, donc voilà. Et ben, vous verrez que religio, ça veut dire scrupule. Point à la ligne. Ça veut dire scrupule. Au point que Plaute, je ne sais pas si vous connaissez Plaute, il a écrit des comédies, dans lesquelles d'ailleurs c'est intéressant, très intéressant Plaute, parce que très souvent c'est dans Plaute qu'on trouve les attestations, les plus anciennes attestations, ou parmi les premières, de tout un tas de contes, de traditions, de légendes, voilà, parce qu'il a utilisé cette matière-là, lui, comme un plasma, comme une matière plastique qu'il a mis en forme à sa façon. Et Plaute écrit à propos d'une invitation qu'il avait reçue de quelqu'un qui l'avait invité à dîner. Il dit de cet ami, il m'a invité à dîner, puis j'ai eu scrupule et j'y suis pas allé. Le mot qu'il utilise pour dire scrupule, c'est religio. C'est-à-dire, si on traduit mot à mot, c'est il m'a invité à dîner, mais j'ai eu religion, j'y suis pas allé. Ça le fait pas en français. Hein, voilà. Mais religio, c'est le scrupule. Alors, il faudrait regarder qu'est-ce qu'on appelle la religion romaine, mais en gros, c'est l'observation scrupuleuse des rites. Et ce n'est pas du tout disons, un ensemble de croyances. C'est l'observation scrupuleuse des rites, parce que si on n'observe pas les rites, si on ne fait pas comme tout le monde, en gros, religio au sens grec, c'est faire comme tout le monde. Au sens latin, c'est faire comme tout le monde, hein, d'un certain point de vue. Si on ne fait pas comme tout le monde, ça met en péril toute la collectivité. Si on fait des bêtises, si on n'observe pas bien les rituels, ça met en péril non pas soi-même, comme dans la religion chrétienne, on fait une bêtise, bon, on se met en péril. Hein. Mais on va dire 3 pater, 4 ave, et puis ça va aller mieux, quoi. Mais les autres, ils ne sont pas concernés. Ça ne concerne pas la chrétienté. Hein, voilà. Là, c'est très différent, parce que je fais une bêtise, je n'ai pas bien observé les rites. Là, ça met en péril l'ensemble de la société. C'est très, très grave. Et donc, ces scrupules. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que le contraire de religere, c'est negligere, c'est négliger. Être négligent. Bon, allez, on va faire ça, hein, si j'ai le temps, tout ça. Ben non, ça ne va pas. Quoi. Il faut être scrupule, il faut bien observer la religio, il faut faire ça scrupuleusement. Alors, comment se fait-il, une fois de plus, que ce mot a changé de sens au point que nous l'utilisons comme le mot religion que tout le monde connaît avec le sens qu'il a communément maintenant? Eh bien, il se trouve qu'à un certain moment donné, il y a eu une petite secte, les chrétiens, qui se sont montrés très peu scrupuleux quant aux rites que toute la communauté devait observer, et que du coup, ça a mis en péril l'ensemble de la communauté. En gros, du point de vue des Romains, bah, vous pouvez bien croire ce que vous voulez, ça en fiche, quoi. Les dieux que vous adorez, c'est pour ça qu'en plus, les polythéismes, c'est super, parce que un dieu de plus, un dieu de moins, il vaut mieux un dieu de plus, en fait. Hein, voilà. Donc, on envahit un peuple, ou voilà, on capture des gens, ils ont un dieu qu'on ne connaissait pas, bah, on le met dans le tas, voilà, c'est mieux, parce que comme ça, on sera peut-être mieux couvert. Hein, donc, voilà, donc ça, c'est le polythéisme, c'est pratique, quoi. Voilà. Donc, on s'en fiche que là, le petit groupe, là, ils aient un dieu qu'on ne connaissait pas trop, tout ça. Bon, bah ouais, c'est bien, en fait. Bon, voilà. Par contre, attention, les rites, il faut faire comme tout le monde. Et s'ils ne font pas comme tout le monde, du coup, là, ils sont superstitiosi, ils sont superstitieux. Et donc, on a désigné comme... Alors là, vous avez des tas de textes qui sont absolument terribles, qui désignent les chrétiens comme des superstitieux. Et qui désignent le christianisme comme une superstition déraisonnable.
Je ne sais pas si j'ai quelques textes là, mais non, j'en ai. Ouais, enfin bon, c'est pas grave, je vous donnerai les références, on en trouve plein, c'est assez facilement. En tout cas, voilà. En gros, et ça c'est dans les textes aussi, en gros, voilà, les chrétiens, leur façon de se conduire, ils ruinaient la jeunesse et puis ils mettaient en péril l'ensemble de la société, quoi. Et donc ça, c'était pas possible. Et se faire accuser à cette époque-là d'être superstitieux, c'était pas une accusation à la légère, ça pouvait être une question de vie ou de mort. Hein. C'était, comme c'est arrivé. Et donc, c'était quelque chose de très sérieux. Et comment se fait-il? Qu'est-ce qui s'est passé pour que on en arrive à une espèce d'inversion qui fait que les superstitieux, maintenant, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens, et dans notre monde, et que les chrétiens, c'est eux qui ont la vraie foi, quoi. Ça, le terme de vraie foi a été utilisé des milliers de fois, et qui vénèrent le vrai Dieu. Hein. Comment se fait-il? Eh bien, c'est dû aux pères de l'Église. Les pères de l'Église, vous savez, c'est les premiers qui ont écrit en grec ou en latin, qui ont normalisé le dogme chrétien, en gros. Et il y en a un qui s'appelle Tertullien. Tertullien, il est mort en 220 de notre ère. Et c'est lui qui a opéré ce coup de force, c'est tout à fait daté, de dire... eh bien en fait, la religion, c'est nous qui l'avons, et les superstitieux, c'est eux. C'est ce qui s'appelle en gros un retournement du stigmate. Ça paraît, c'est une manière de parler, c'est un retournement des stigmates, bonjour. Quoi, hein. Mais c'est très simple à comprendre. Ce que c'est que le retournement des stigmates, c'est que pendant très longtemps, on a considéré les Noirs comme des nègres, avec la connotation, ou négros, hein, les négros, la connotation extrêmement péjorative, méprisante que ce terme a, et ça a duré très longtemps, ça dure encore un peu, hein, bon. Et il s'est passé que un petit groupe de ces négros ont dit « Ah, très bien, on est les nègres. Ouais, d'accord. Eh bien oui, on est les nègres. Voilà. Et on va vous montrer que nous, les nègres, on a une culture, etc., et qui est respectable, et que on peut faire de la poésie superbe, aimer Césaire et compagnie. Et ça, c'est un retournement de stigmate. C'est-à-dire ce que le mot qui a été utilisé pour désigné d'un terme de mépris des gens qu'on considérait comme méprisables et récupéré par ces mêmes gens comme un terme, comme une autodésignation de fierté. Et c'est ce qui s'est passé là, exactement. Ah ouais, on est des superstitiosi, bah t'as qu'à croire. Non, c'est nous les vrais religieux, c'est nous qui avons la vera religio, la vraie religion, et tous les autres là, avec le rituel, eux, c'est eux les superstitieux. C'était un coup de force, fallait oser hein, quand même, hein, parce que... petit groupe, là, comme ça, fallait vraiment oser. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que ça a marché. Ça a marché. Les chrétiens se sont autodésignés comme porteurs de la vraie religion. Du coup, si c'est la vraie religion, il faut quand même l'exporter, parce que c'est quand même dommage que tout le monde n'en profite pas. Et les missionnaires se sont chargés de cette opération à la suite des grandes découvertes et à la suite des grands voyageurs. Très vite viennent le sabre et le goupillon, hein, les militaires, et puis les colons, l'organisation coloniale, etc., l'exploitation des gens et compagnie, des ressources et compagnie, et puis les missionnaires qui, quand même, expliquent aux gens que leur superstition, là, ça va pas, hein, et qu'il ferait quand même bien, pour leur salut, hein, de se mettre à la vraie religion. Ce qui fait que partout dans le monde où il y a eu des missionnaires, ça fait beaucoup d'endroits, hein. Partout dans le monde où il y a eu des missionnaires, les missionnaires sont arrivés, ils ont fait comme les anthropologues souvent, hein, ils ont appris la langue. Souvent, les dictionnaires et les grammaires de plein de langues du monde, c'est fait par des missionnaires. Pourquoi? Parce qu'un de leurs premiers travaux, c'était de traduire la Bible dans la langue du pays, pour qu'elle soit accessible et pour que les gens comprennent bien dans leur propre langue que quand même c'était ça qu'il fallait suivre. Et donc ils ont traduit l'anthologie dont je parlais dans 10 000 langues. Et vous avez des sites sur Internet qui vous donnent, par exemple, les premiers versets de la Genèse, donc un mythe,
de création du monde, un mythe cosmogonique et anthropogonique, traduit, vous pouvez le trouver très facilement, traduit dans plein, des centaines et des centaines, des milliers de langues du monde. Et vous avez un site qui est le meilleur site d'information sur les langues du monde, qui s'appelle le SIL, ethnologue.com. C'est un site qui est fait par le SIL, S-I-L, le Summers Institute of Linguistics. C'est des missionnaires, parce que ça continue. Voilà. Mais ils sont excellents linguistes. Voilà, ils ont fait un travail remarquable. Plein de choses qu'on connaît des langues du monde, c'est grâce à eux, quoi. Et aussi des langues qui ont disparu, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour traduire? Évidemment, il fallait traduire Dieu, par exemple, dans des langues des gens qui n'avaient pas la notion de Dieu. Donc, comment bricoler? Et puis qui n'avaient pas la notion de religion, parce que vous venez chez des gens, votre but, c'est d'expliquer que, en fait, ils ont un ensemble de trucs là que vous désignez comme un ensemble de superstitions, donc tous leurs mythes, tout ça. Bon. Les statues qui vont avec, on les appelle fétiches, feiticho, factice, faux dieux. Voilà. Et il faut leur expliquer qu'il y a un vrai Dieu unique et qu'il y a une vraie religion et qu'il y a un livre qui expose tout ça. Et donc, il faut utiliser des mots pour dire ça. Et donc, notamment, il faut utiliser le mot religion, le mot Dieu, voilà, les anges, tout ça, il faut traduire tout ça. Diable, il faut traduire tout ça. Dans des langues où ça n'existe pas. À Aubervilliers, où je travaille souvent, on travaille sur les langues avec les élèves du lycée Le Corbusier, et on a fait toute une enquête sur les langues parlées par les élèves du lycée. Il y en a 80 des langues parlées dans le lycée. Et on a joué avec les langues, parce que c'est rigolo les langues, quoi. Et donc, on a fait de la linguistique comparée. Bon, tout le monde peut faire ça, c'est facile, hein. Il suffit d'avoir des gens qui parlent plusieurs langues, et puis dire, toi comment tu dis chien, et toi, puis comparer, c'est pareil, ça se ressemble pas, pourquoi? Il y a des groupes de familles, ça se ressemble, d'autres, chinois, c'est complètement différent. Ah bon, voilà, peut-être que c'est pas la même famille de langues et tout. On peut faire de la linguistique comparée, comme de la mythologie comparée, très facilement, comme ça, bon. Jusqu'à un certain niveau, en tout cas, c'est vraiment facile. Et donc, on a fait ça avec les élèves. Et parmi les questions qu'on a posées, dans le but de, pas du tout avec malice, hein, pas du tout avec une idée derrière la tête spéciale, autre que de faire de la linguistique comparée intuitive, comme ça, comment tu dis Dieu? Ou comment tu dis religion? Et on a eu la surprise, en demandant aux élèves comment tu dis religion, qu'il y avait toute une série d'élèves qui disaient, dans ma langue, je connais pas, je demanderai à mes parents là, parce que je connais pas de mots pour dire religion, dans ma langue. Voilà. Et on s'aperçoit qu'en fait, quand on fait, alors ça c'était avec les élèves du lycée Le Corbusier, faites-le autour de vous si vous connaissez des gens qui parlent plein de langues, ou plein de gens qui parlent des langues différentes, eh bien faites-le autour de vous, vous vérifiez. Dans l'immense majorité des langues du monde, il n'y a pas de mot pour dire religion. Dans l'immense majorité des langues du monde, le mot pour dire religion, c'est un dérivé du latin. En arménien, en russe, qui ne sont pas des langues particulièrement latines, hein, bon. Mais dans le monde entier. Parce qu'on a bricolé, on l'a arrangé, le mot, pour qu'il sonne un peu comme dans la langue du pays, mais on a pris le mot latin, religio, religion, avec son sens chrétien, puisque c'est un mot chrétien, au sens où nous l'utilisons actuellement. Sinon, ça veut dire scrupule. Et parfois, on a utilisé un mot de la langue, c'est les missionnaires, qu'ils considéraient comme pas trop éloigné, où ils voyaient que ça pouvait marcher, donc ils ont pris ce mot-là et lui ont donné un nouveau sens. Ce qui fait que si vous faites une enquête sur les langues du monde, évidemment dans toutes les langues du monde, effectivement, on peut dire, c'est pas que la notion n'existe pas, donc on peut dire religion, on peut dire quelque chose qui va signifier religion au sens où on l'entend, mais ce n'est pas quelque chose qui vient de la langue. Donc ça vient soit du latin, soit, alors très souvent, genre en turc, en persan, etc., c'est din, ça vient de l'arabe. Din, c'est le mot arabe. Si vous demandez à quelqu'un qui est arabophone, comment tu dis religion, il va dire din. Hein, sauf que din, c'est un mot qui existe déjà en akkadien. Je ne parle pas de l'akkadien d'Acadie. Hein. Vous savez ce que c'est l'akkadien avec deux K. A-K-K-A-D-I-E-N. C'est la plus ancienne langue aphrasienne connue.
et écrite, connue parce qu'elle était écrite, sinon les pauvres Acadiens, c'était en 3500 avant notre ère, bon, on n'a pas de témoignage oraux. Et l'acadien, c'est une des langues aphrasiennes. Que sont les langues aphrasiennes? C'est une famille de langues, justement, qui comprend l'arabe, l'hébreu, berbère, l'égyptien ancien, c'est une famille comme ça. Et en 3500 avant notre ère, le mot din existe déjà, et il désigne le jugement. Il ne veut pas dire religion au sens où nous l'entendons. C'est le jugement. Mais en arabe aujourd'hui, quand vous dites Yom Din, ça veut dire, il y en a qui savent? Yom Din, c'est le jour, c'est la fin du monde, c'est le jugement dernier. Yom, c'est le jour. Din, ce que nous disons, ce qu'on traduit usuellement par religion, non, c'est le jour du jugement. Le jugement, hein, le jugement dernier. Yom Din, ça montre bien que ce terme ne veut pas dire religion. Une autre preuve, c'est que ce terme a un pluriel dans la langue. Le pluriel, c'est Dayan, Adian, il n'est pas dans le Coran. Alors que ce terme est utilisé également très longtemps avant la naissance de Mohammed. Il existe dans la langue. Il n'y a pas de pluriel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conscience de la religion comme quelque chose commun à l'ensemble des peuples, mais qui diffère avec des dieux différents selon les peuples. Un autre exemple, c'est que, vous savez, le nom d'Allah, Allah a plusieurs noms, les 99 noms d'Allah, parce que le 100e est secret, c'est une tradition que vous connaissez sans doute. Un des noms d'Allah, c'est Ad-Dayan. Ad-Dayan, si je traduis, ça veut dire le rétributeur, c'est-à-dire celui qui juge, qui rétribue. Quand? Yom Ad-Din, le jour du jugement. Dayan, c'est un des noms d'Allah. Sauf que Dayanu, c'est aussi un mot acadien. Acadien étant un genre, si vous voulez, d'ancêtre de l'arabe, d'ancêtre de toutes les langues, la plus vieille langue de la famille à laquelle appartient l'arabe. Donc on voit très bien que là aussi, quand les gens disent din pour dire ce que nous appelons religion, c'est un bricolage, il s'est passé quelque chose. Mais c'est vrai partout. Si vous regardez en Chine, il y a un mot pour dire religion. On peut dire religion en mandarin, hein, ça va être Zongjiao. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est deux sinogrammes, Tsong, qui veut dire le lieu de rassemblement, et particulièrement le lieu où on effectue les rituels, et en particulier les rituels de divination. Et Chao, c'est l'enseignement. Ben oui, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons religion. C'est utilisé pour, quand on a besoin voilà, d'utiliser cette notion. Donc on voit très vite, quand on fait un tour du monde des langues, que, en fait, ce que nous considérons, nous, comme la religion, ça n'existe pas, tout simplement. Ça n'existe pas, c'est un mythe qui nous est propre, parce que nous sommes de culture chrétienne, et parce que notre langue a hérité de cette façon de voir chrétienne, considérant qu'il y avait la vera religio unique, valable pour tout le monde. Et que nous avons exporté partout dans le monde, nous, je m'entends, partout dans le monde, nous avons exporté cette notion et qu'elle a été intégrée. Ce qui fait que quand nous parlons de la religion, en parlant de n'importe quelle population du monde que vous voulez autre que nous donnons un des plus beaux exemples d'ectocentrisme qui soit. Nous désignons par un terme qui n'a rien à voir avec les façons de voir des gens dont on parle, nous recouvrons ces façons de voir par un terme qui est faussement unificateur. Ce qui fait que quand nous parlons des problèmes des religions, eh ben déjà rien que d'utiliser le terme, on s'auto-piège et on n'a pas beaucoup de chances de réussir à trouver une solution si on commence comme ça, s'il y a un problème. Alors, il semblerait qu'il y ait des gens qui pensent qu'il y a un problème, effectivement. Bah ouais. À moins d'être complètement coupé du monde, quoi. On voit bien qu'il y a quand même un paquet de gens qui pensent qu'il y a un problème. Et puis je vais finir là-dessus. Hein. Ma façon, moi, d'aborder ce problème, c'est justement pour ça que je travaille à Aubervilliers avec les élèves, où il y a vraiment plein de gens qui parlent des tas de langues complètement différentes et qui ont des façons de voir le monde complètement différentes, dont des musulmans, hein, mais dont des bouddhistes, des animistes, des athées,
des camistes. Vous voyez ce que c'est, les camistes? C'est ceux qui ressuscitent l'ancienne mythologie égyptienne, les Africains, qui disent, nous descendons de l'Égypte, l'Égypte est en Afrique, et voilà, donc les camis, c'est ça, vous avez tout un tas de gens qui... Sur YouTube, etc., vous avez une pléthore de gens qui tiennent ces discours. Il y en a au lycée, voilà. Bon. Et donc, évidemment, tout ça peut assez vite avoir tendance à se chamailler, pour employer un terme gentil. Et puis à s'énerver un peu quand on leur expose, évidemment, comme vous avez tous entendu, évidemment, quand on commence à parler de Darwin ou des choses de ce genre, bon, ça peut vite se passer moyennement bien, voilà. Moi, je pense que si ça se passe moyennement bien, c'est parce que les gens ils réagissent mal et qu'ils ils pensent que leur propre mythologie est meilleure que celle des autres, quoi. Bon, là. Et le moyen de s'en tirer, c'est de dire, bon, alors toi, toi, tu crois tel truc, expose-moi, raconte-moi. Donc on va parler de l'origine de l'homme, par exemple. Hein. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'origine de l'homme? Pas obligé, hein, non plus. Hein. On peut s'en foutre complètement. Hein. L'origine du monde, la vie après la mort, tout ça, on peut s'en contre-fiche, so what, il n'y a pas de problème. Hein. C'est très bien aussi. Hein. Il se trouve que la plupart des gens s'en fichent pas complètement et qu'ils ont une histoire à raconter là-dessus. Et ils racontent volontiers quelque chose, si on leur demande. Et on voit bien que quand les gens ils ont une histoire à raconter sur ce genre de questions, ils n'ont pas trop envie de changer d'histoire. En gros, on peut dire, d'un autre point de vue, qu'il y a deux genres de mythes. Il y a plein de conteurs et de conteuses là, donc vous savez ce que c'est que les contes étiologiques. Enfin, ceux qui disent oui, mais ceux qui ne savent pas disent rien, donc je vais peut-être le dire quand même. Les contes étiologiques, étios c'est un signe en grec, les contes étiologiques, si vous voulez, c'est des mythes, hein, des histoires qui racontent pourquoi les choses sont comme elles sont, mais sur un petit détail du monde. Pas les trucs massifs, genre l'origine du monde, de l'homme, tous ces gros trucs là. Bon. Non, les petits trucs. Pourquoi le pivert a du rouge sur la tête? Petit truc, bon, pas trop impliquant quand même. Hein. Et si je vous dis, bon, voilà, le pivert, il a du rouge sur la tête parce que un jour, il est monté jusqu'au soleil, il a pris un peu du feu du soleil et il l'a ramené sur Terre. C'est un petit Prométhée ailé, quoi. C'est une des variantes des mythes. C'est un mythe prométhéen, voilà, qui se raconte en France, qui est très répandu. Voilà, je vous le raconte pas, mais en gros, il est monté jusqu'au ciel, il a ramené le feu et il l'a donné aux humains. Mais pour porter le feu, il l'a porté sur sa tête, donc il s'est brûlé, donc il a du rouge sur la tête. C'est un petit mythe étiologique. Je vous le raconte, alors je vous l'ai fait très bref là, on peut le raconter beaucoup mieux que ça, et plus long, on aura peut-être l'occasion un jour. Bon. En tout cas, je vous le dis une fois, j'ai pas besoin de vous le redire 3 fois ou dans 6 mois de vous le rappeler, parce que vous allez vous en rappeler. C'est un mythe étiologique qui vous explique un petit détail du monde, super facile, marrant, vous allez rigoler, il y en a plein qui ont rigolé, bon, je vois pas ce qu'il y a de marrant, mais bon, pas... Qui explique un petit détail du monde, qu'on retient facilement, qui n'est pas très impliquant. C'est-à-dire, je peux le raconter, voilà, vous l'avez entendu, si je me promène avec un petit enfant et que j'entends le cri du pivert et que je lui dis, tu connais l'oiseau qui vient de faire ça? Eh ben, ça s'appelle un pivert. Voilà. Et tu sais pourquoi? Tu sais comment il est le pivert? Bon, jamais vu. Bon, il n'est pas si facile que ça à voir. Eh ben, il est tout vert, voilà, et Picus viridis, hein, c'est vert. Et donc, il a une tache rouge sur la tête. Tu sais pourquoi il a une tache rouge sur la tête? Vous racontez l'histoire, le gamin, il va s'en rappeler toute sa vie. Bon. Et vous racontez ça, je sais pas moi, à votre voisin, il part faire sa vie en Amérique du Sud ou en Australie, il peut le raconter s'il y a un oiseau équivalent, hein, évidemment. Mais s'il n'y a pas de pivert, il va bien trouver un oiseau qui a aussi du rouge sur la tête, et puis l'histoire, ça va marcher. Hein. Et ça se fait tous les jours. Et voilà, c'est pas trop gênant. Et l'histoire, elle est sympa, donc la peine vous l'entendez, vous la retenez, et puis occasionnellement, vous vous dites, elle est super cette histoire, je vais la raconter aussi, quoi. Ou vous vous dites rien, puis vous la racontez aussi. Ce qui se passe pour plein de contes, hein, pour plein de petits contes, en tout cas comme ça. C'est pas du tout impliquant. Ces histoires-là voyagent à toute vitesse. Voilà, elles voyagent tout le temps. Voilà, c'est pas. On peut l'emprunter d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre. C'est comme les mythes sont toujours traduisibles, hein, parce que c'est des histoires. Peu importe les mots que j'utilise pour les dire, c'est mieux si je parle bellement, évidemment. Si j'ai une belle parole, c'est mieux pour ceux qui écoutent, notamment. Bon, mais voilà, je peux le bafouiller, pareil. Voilà, et je peux le traduire et ça va circuler dans le monde entier. Mais si j'ai une histoire sur l'origine de l'homme, et que c'est une histoire à laquelle je crois, parce que c'est un mythe, et que je la raconte à quelqu'un qui en a une autre,
ça m'aiderait qu'il fasse l'échange. Il dit, ah, c'est sympa ton histoire, toi sur l'origine de l'homme. Moi, je croyais que c'était Dieu, tout ça, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, là, les trucs là, dans le livre. Là. Mais non, c'est sympa ton histoire, je vais plutôt croire ça. Bah non, hein, ça se saurait, il suffit de voir la télé pour voir que les gens qui tiennent pour une histoire n'ont pas envie de ce type, n'ont pas du tout envie d'en changer. Ils sont même prêts, plutôt généralement, à convaincre les autres que c'est eux qui ont la bonne histoire et que les autres se trompent. Voilà, et c'est comme ça depuis longtemps. Donc que faire ? Parce que là, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est un truc d'observation, il y a des gens qui racontent des histoires, les autres ils racontent une autre, c'est pas la même, ils se considèrent réciproquement comme des ânes, parce que les autres ils racontent des trucs, c'est n'importe quoi, et quand même c'est tellement important qu'il faudrait mieux qu'ils croient ce que je crois, parce que là, sinon ça va pas aller. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour que ça finisse pas bien l'affaire. Hein. Bon. Que faire ? Eh bien, la première des choses pour moi, c'est de dire... parce que la question, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que les deux histoires sont vraies ? Ben non, pas possible, déjà. Bon, alors, il ne reste plus beaucoup de solutions. Hein. Il y en a une qui est vraie, puis pas l'autre, ou toutes les deux sont fausses. Mais là, personne va être prêt à accepter ça. Dire pourquoi mon histoire à moi serait moins vraie que la sienne ? C'est moi qui ai la vraie histoire. Bon. Et puis, si vous dites que les deux sont fausses, les deux, ils vont se mettre contre vous, là, du coup, en disant non, mais oh, hein, bon. Donc ça va pas faire. Et en général, il est inutile, absolument inutile de discuter. On peut en parler. Mais discuter de croyances, ça sert à rien. Mais strictement à rien. Vous prenez quelqu'un qui croit que régulièrement, il y a des gens qui viennent de l'espace, dans des genres de cigares soucoupes, on ne sait pas trop. Bon. Et ils ponctionnent des humains, là, pour faire des expériences, on ne sait pas trop... Puis il les ramène ensuite. Il y a des gens qui croient ça. Il y a des gens qui croient tellement que même ils ont été faire des déclarations à la gendarmerie au risque de passer pour complètement fous. Et il y a des gens qui écrivent des livres là-dessus, hein, qui racontent leur expérience parce que ça les a traumatisés, quoi. Hein, voilà. Et puis des gens qui disent non mais oh, n'importe quoi, pas possible, soucoupe volante, et puis quoi. Bon, c'est un mythe contemporain, c'est une hallucination collective, je sais pas quoi, un truc psy, quelque chose, quoi. Bon, mais non, c'est pas possible. Donc vous prenez un de chaque, là, vous le mettez autour de la table, vous dites, bon, allez, discutez, parce que moi j'aimerais bien savoir ce qui est vrai, quoi. Bon, et ben s'ils vont discuter, s'ils veulent bien, ça peut durer longtemps, hein. Donc il faut mieux préparer des coups à boire. Bon. Si ça se passe bien, ben, ils vont discuter toute la nuit, genre, voilà. Et puis le lendemain matin, celui qui croit au second volant, il va continuer à y croire. L'autre qui ne croit pas, il va continuer à pas y croire. Ça ne sert strictement à rien. Au mieux, ça sert à passer un bon moment s'ils discutent, puis que c'est sympa, puis rigolo, puis qu'ils gardent un peu d'humour là-dessus, puis qu'ils sortent 3-4 vannes. Mais si ils ne sont pas du tout d'humour sur leurs affaires et tout, et ça va finir en pugilat, le truc, ça ne va pas. Et donc ça ne sert à rien. Dans tous les cas de figure, ça ne sert à rien. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est très simple. On va dire on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout. C'est qu'on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout. Ce serait bien de le savoir en même temps. Hein, parce que s'il y a un Dieu, ce serait mieux de le savoir, quand même. Hein. S'il n'y en a pas, ce serait mieux de le savoir. Hein. Bon. Donc, c'est pas facile de vérifier là, les affirmations. Donc, il y a une posture méthodologique. On va s'en foutre méthodologiquement. C'est une méthode. On va dire, on s'en fout. C'est pas qu'on va s'en foutre tout le temps, en général et tout. C'est que là, pendant un moment, pour en discuter, on va s'en foutre. Et on va parler toujours de la même chose, mais d'autre chose. C'est-à-dire, on va dire, attends, alors toi, tu racontes ton histoire, ok, bon, d'accord, bon, toi raconte la tienne, bon, ok, d'accord, c'est pas la même, bon, d'accord, peuvent pas être vraies toutes les deux, bon, d'accord. Est-ce qu'il y en a une qui est vraie, est-ce qu'elles sont toutes fausses, toutes les deux vraies, pas possible, mais enfin bon, la question de la vérité, de la véracité, on va dire, bon, là, on s'en fout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les histoires. Parce que ça, une histoire, c'est objectif. On peut la raconter, on peut l'apprendre, on peut l'écrire, hein, et on peut l'étudier de plein de façons. Parce que, voilà, l'histoire, par exemple, le mythe que j'ai raconté tout à l'heure, on peut, en comparant plusieurs, ou d'autres, on peut s'apercevoir qu'à un moment donné, il y a un renversement. Le bon devient mauvais, ou voilà, il y a des trucs où on dit, ah tiens, là, dans l'histoire, il y a une rupture. Hein. Est-ce que dans la tienne, il y en a une aussi ? Comparer. Hein.
On s'en fout que ce soit vrai ou pas vrai à ce stade-là. Et on va dire, attends, et l'histoire, alors d'accord, l'histoire, ça commence comment? C'est-à-dire, à quoi on reconnaît quand tu parles, dans le flux de paroles que nous avons tous, voilà, à quoi on reconnaît, c'est quoi le signal qui dit à l'autre qui écoute, là, je suis en train de raconter un truc super important, qui touche à l'origine de l'homme, du monde, tout ça. Est-ce qu'il y a une phrase, une série de phrases, quelque chose dans la parole elle-même qui va signaler que, attention là, je suis pas en train de raconter que hier soir j'ai rencontré ma copine et qu'elle était tombée de vélo et que du coup on n'a pas pu aller au cinéma parce que c'était prévu. Je raconte pas un truc de ce genre. Je raconte un truc, attends, c'est autre chose, c'est un autre niveau d'histoire. Est-ce que dans la parole, dans l'histoire elle-même, il y a un truc qui le signale? Et toi, dans la tienne aussi? Bon, puis après, donc c'est une histoire super importante, l'origine de l'homme, excuse-moi, c'est pas rien, bon, voilà, et je te raconte mon histoire qui expose ça, voilà, mais je vais pas passer ma vie à parler de l'origine de l'homme non plus, il y a un moment, je m'arrête. Et l'histoire s'arrête. Comment on sait qu'elle s'arrête? Il y a un truc dans l'histoire elle-même, est-ce qu'il y a un truc, une phrase, une formule, quelque chose qui fait on sait que là, on va pouvoir continuer à causer, mais normalement. Truc simple. Et bien ça, c'est objectif. On peut se mettre d'accord là-dessus. Après, entre les deux, entre le début puis la fin, ah bon, alors l'histoire, comment elle se développe? C'est-à-dire qu'il y a combien, si on essaye de voir la structure de l'histoire, il y a combien de parties dans ton histoire à toi, et dans la tienne, il y a combien de parties? Ben moi, il y a 3 parties. Et si je dis, bah non, il y en a 4. Bon, bah, on va pas se taper dessus, hein. On va dire, attends, on va regarder. Hein. C'est quand même assez simple. Donc on va regarder, c'est quoi tes parties, on va regarder, oui, bon voilà, c'est quoi ton critère pour identifier une partie, et on va se mettre d'accord, il y en a 3, il y en a 4, c'est pas les deux à la fois. Bon voilà, hein. Et bien la tienne, voilà. Ah, les deux ont 3 parties, ou les deux ont 4 parties, il y en a une qui a 3, voilà. Là, on peut discuter à partir de la même matière, sans se taper sur la figure. Et ça peut durer longtemps, puis c'est super rigolo, intéressant. On peut dire aussi, ah mais ton histoire, elle est super, je ne connaissais pas celle-là, tiens. Et alors, c'est toi qui l'as inventée? En général, la réponse c'est non, pour ce genre d'histoire. Ah bon, c'est pas... Alors comment tu la connais? C'est ton papa qui l'a raconté, ta mémé, c'est quoi, tu l'as lu dans un livre? Une anthologie non. Bah voilà, il y a une réponse à ça. Ce qui est une réponse objective, voilà. Et toi, voilà. Et ah oui, tu la tiens de tes parents, ta famille, ton grand-père, tout ça qui raconte ça. Mais lui, comment il connaît? C'est lui qui l'a inventé du coup? Bon, voilà, ça, on peut en parler. Et on peut peut-être après se documenter, parce que si c'est une histoire suffisamment répandue, ben, y a peut-être des gens qui l'ont étudiée, et qui, par exemple, je sais pas moi, si c'est une histoire qui est écrite dans un livre qui s'appelle le Coran, ben, cette histoire, elle existe depuis quand? Elle existe depuis que le Coran a été écrit? Ou est-ce qu'elle existait avant? D'abord, si elle existe que depuis que le Coran il a été écrit, c'est qu'elle a une date. Et les gens avant, comment ils faisaient alors pour répondre à la même question hein. Et si ton histoire, toi, je trouve une date et ça peut pas être avant parce que voilà, c'est la première attestation et tout. Et la tienne, on trouve aussi, voilà, mais il y en a une qui est plus vieille que l'autre. Ça veut dire quoi? Puis c'est en gros la même histoire. Il n'y aurait pas, par exemple, un groupe qui aurait piqué l'histoire de l'autre, par exemple, ou qu'on aurait hérité, ou je sais pas, il ne serait pas passé un truc comme ça, où il aurait un peu bricolé, modifié, mais au fond, ce ne serait pas la même histoire. Voilà. Toute cette approche-là, qui est de la mythologie comparée, toute simple, hein, on peut le faire tranquillement. Le temps qu'on fait ça, on a oublié la question, même si on l'avait décidé méthodologiquement au départ, la question de la véracité. Et on peut aussi ne pas le décider et faire juste ce que je viens de dire, procéder comme je viens de le dire, et on va l'oublier, cette question de la véracité. Et on va continuer à parler de ces histoires en les comparant, mais en oubliant la possible importance que ces histoires peuvent prendre pour des gens qui considèrent que c'est la vérité, ou pour d'autres qui considèrent que c'est complètement faux. Et en faisant ça, eh bien, on fait typiquement le pas de côté de l'anthropologie. Le pas de côté de l'anthropologie, vous savez, c'est ce que j'ai dit au début, c'est faire un détour par une autre culture, essayer de considérer avec bénévolence l'autre culture. J'arrive pas en disant mais qu'est-ce que c'est que ce ramassis de sauvages, mais c'est n'importe quoi, on a vu comment ils bouffent, non, bon voilà, t'as vu la langue, là on comprend rien c'est quoi ces borborigmes. Non, je viens avec attention, avec bénévolence, et je dis waouh, c'est pas vous faites comme ça et tout, ah, c'est intéressant, je note, voilà, bon là j'écoute, j'apprends parce que je savais pas, et je me dis, je viens pas en disant je sais tout, non, voilà, avec bénévolence, voilà, et là on peut faire pareil avec ces histoires-là.
C'est typiquement l'anthropologie, parce que du coup, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre ensuite de reconsidérer, moi, ma propre position, en disant, ah ben c'est différent, comment se fait-il, en fait? C'est pas forcément parce que j'ai raison, c'est peut-être qu'il y a eu un truc qui s'appelle l'histoire, en général, avec un grand H, qui s'est passé des trucs qui me dépassent, moi, complètement, et qui font que j'hérite d'une toute une série de choses, et l'autre, là, il hérite d'une autre série de choses qui sont, voilà, pas les mêmes, quoi, voilà, c'est tout. Mais qu'au fond, peut-être que nous avons quelque chose en commun, qui est la croyance, par exemple. Ce que nous désignons communément par la croyance. Et l'incroyance, parce que ça va forcément l'un avec l'autre. On ne peut pas considérer l'un sans l'autre. Hein. Donc quand on fait comme ça, c'est complètement différent. Pour reprendre mon exemple des soucoupes volantes, je la développe un peu parce que, bah, sûrement vous connaissez, mais il y a des bibliothèques entières qui sont remplies, alors, notamment dans le monde nord-américain, mais en France aussi, il y en a plein, soit qui ont été traduits en français, soit qui ont été directement écrits en français, de gens qui vous racontent une histoire comme celle-ci. Voilà, je rentrais chez moi avec ma bagnole, il faisait nuit, je roule sur la route, personne, bon. Et pof, le moteur s'arrête. Et les lumières s'éteignent, tout, je fais clic, clic, plus rien. Ah merde, la batterie, je sais pas trop, bon, au milieu de nulle part. Alors là, bon, bon, voilà, j'étais là, et puis du coup, je vois une petite lumière. Et je me dis, tiens, ça doit être une ferme, là, je vais aller demander à la ferme s'ils n'ont pas des câbles pour la batterie ou un truc, quoi. Bon, bah. Et donc je marche vers la lumière, et en fait, plus je rapproche, je m'aperçois que c'est pas vraiment une ferme, c'est bizarre comme lumière un peu, c'est une lumière blanche, hein, et puis en fait je m'aperçois que c'est une espèce de truc posé dans un champ, hein, qui ressemble grosso modo à un truc comme ça, là. Hein. Et bon, et j'approche, et à ce moment il y a une porte qui s'ouvre, il y a un truc ça coulisse, ça s'ouvre, il y a une échelle qui descend comme ça, il y a un bonhomme qui descend, vachement bizarre le bonhomme, tu vois, les grands yeux, pas de bouche. Et donc il parle pas, mais je comprends ce qu'il me dit. Incroyable, le truc, bon voilà. Et il me dit de monter, et je comprends ce qu'il me dit sans qu'il parle, incroyable. Et alors et puis je peux pas m'empêcher de lui obéir, et je vais me barrer, mais j'ai la trouille et tout, mais je peux pas m'empêcher de grimper l'échelle, je rentre dans le machin là. Et là, c'est très curieux parce que c'est une lumière blanche partout, mais il n'y a pas de lampe, c'est un peu lumière de salle d'opération là, complètement blanc, pas d'ombre. Et puis il y en a d'autres comme lui là qui sont autour. Il m'allonge. Puis je peux pas résister, quoi, très bizarre. Et il m'allonge sur une espèce de truc qui ressemble à une table d'opération, et puis là, je suis pas endormi, mais je vois tout ce qui se passe, ils discutent entre eux, ils sont pas de bouche, mais je comprends, hein. Et puis ils me trifouillent là, quelque part, ils font des trucs, je sens qu'ils m'ouvrent, en fait, mais ça me fait pas mal, c'est vachement bizarre. Et alors, et je sens qu'ils enlèvent quelque chose, et ils remettent autre chose. Et puis ils me disent bon bah c'est bon, voilà, peut y aller. Donc et avant de partir, ils me disent un truc super important. Et donc là, je redescends et tout, et voilà. Mais en fait, je raconte ça maintenant, mais en fait, j'ai tout oublié ce moment, parce que en fait, le lendemain, à l'aube, je me suis réveillé dans ma bagnole. Enfin, le lendemain, enfin plus tard, quoi, je sais pas trop, parce que j'ai pas vu le temps passer non plus. Hein. Je me réveille dans ma bagnole. Pourquoi je me suis arrêté là bon, j'ai dû avoir un vieux coup de barre. Hein, bon, et donc je tourne la clé, la bagnole démarre. Et je rentre chez moi. Et ma femme me dit, tu peux me dire là depuis 3 jours où est-ce que tu étais passé? 3 jours, mais enfin, oh là là. Et donc je me rappelais de rien, quoi, atroce, quoi. Et alors petit à petit, moitié trucs qui me revenaient, des images comme ça, j'ai pu reconstituer l'histoire. Il y en a qui vont voir aussi des hypnotiseurs ou des gens pour retrouver la mémoire et tout. Ils retrouvent la mémoire de tout le truc, ils reconstituent toute l'histoire. Et alors, l'histoire, qu'est-ce que je fais? Je raconte ça, je raconte pas et tout. En même temps, il faut que je raconte parce qu'il se souvient aussi que, avant de partir, les types, ils lui avaient dit un message super important. Mais en fait, c'est important, c'est un message pour l'humanité. Alors, ils lui ont dit un truc du genre, bon, tu diras à l'humanité,
si tu la rencontres, tu diras à l'humanité qu'en fait, il ne faut pas continuer comme ça, parce que si l'humanité continue comme ça, elle va se perdre. Hein. En substance, le message. Hein, voilà. Et donc, c'est super important quand même. Et donc, du coup, soit il fait des conférences, soit il fait un livre. Généralement, il fait un livre, parce que les conférences, de dire ça devant les gens en disant c'est moi qui l'ai vécu, ça, bon, c'est les gens qui ricanent tout le temps, bon, c'est pénible. Donc, préfère faire un livre, c'est bon, plus tranquille, et qui raconte ça. Et ils avaient des bibliothèques entières comme ça. Il y a des sociologues et des psychologues américains qui ont étudié ces gens. C'est des gens comme vous et moi, parfaitement normaux, parce qu'on va plus se dire, ouais, ils ont peut-être un petit, bon, pète au casque, et ben non. Non, ils ont un profil psychologique extrêmement varié, il n'y a pas de constante, il n'y a pas de constante socio-professionnelle, tout ça, c'est des gens normaux. Et les gens qui vous racontent ça, en face, vous avez peur, ils vous disent, ça m'est arrivé. Donc vous faites quoi? Vous dites, non, c'est pas vrai. Je te dis que ça m'est arrivé. Ah, bah oui, mais vous n'y étiez pas, tout ça. Que faire avec ça encore, une fois de plus hein. Et vous avez des groupes qui ensuite élaborent là-dessus. Raël, vous avez vu quelque chose, le mouvement raélien, vous avez des gens qui pensent, qui disent que ça leur est arrivé, ou un qui dit que ça leur est arrivé, et du coup ils montent tout un mouvement et une religion, puisque les raéliens c'est devenu une religion. Voilà, et ça prend une ampleur incroyable, quoi. Et vous êtes là en train de ricaner, mais ça ne le fait pas, parce que oui, ils continuent quand même, quoi. Donc que faire voilà. Dans l'histoire que j'ai racontée, il y a un détail qui tue. C'est l'échelle. Parce que, évidemment, les extraterrestres, évidemment, ils viennent d'années-lumière et tout, ils ont trouvé le moyen de traverser l'espace à fond les gamelles, beaucoup plus vite qu'à la vitesse de la lumière, ce qui fait que nous, on n'y arrive pas, eux, ils y arrivent, tout ça, bon, voilà, je vous explique ça. Oui, ils ont un système de traverser les espaces-temps, blabla, donc ça, voilà, ils arrivent, et tout, donc la technologie, je ne t'explique pas, quoi, niveau technologique, waouh, on ne peut même pas. Enfin. Et les mecs, ils descendent de leur truc avec une échelle. Non, attends, qui peut croire un truc pareil, quoi? C'est comme dans les mythes grecs, quoi. Tu écoutes un moment, puis à un moment, tu dis non, ouais, oh là, ça va, quoi. Tu es en train de me raconter un mythe. Au sens, c'est n'importe quoi. Bon, et donc, là, je vous raconte une deuxième histoire, puis j'arrête. En Sibérie, vous avez des gens qui vous racontent, et c'est les chamans qui racontent ça, qui vous racontent cette histoire, qui vous disent, voilà, un jour, je quitte le village, et je marche voilà, sur une piste, quoi, et très curieux, parce qu'à un moment donné, au milieu du chemin, quoi, il y avait une échelle. Je grimpe l'échelle. Qu'est-ce que vous auriez fait hein? Je grimpe l'échelle. Je grimpe, et j'arrive à une grotte. Une grotte en l'air. Hein. Et je rentre dans la grotte. Et c'était une grotte, contrairement aux grottes ordinaires, extrêmement lumineuse à l'intérieur. C'était une lumière comme celle du soleil qui vient de nulle part et qui est là, qui éclaire et tout. Et là, il y avait Dali, pas le peintre, la déesse de la chasse, qui s'appelle Dali. Et qui me dit, voilà, qui commence à me parler, je comprends ce qu'elle dit, super, alors il faut voir la Dali, la super fille et tout, waouh, bon, le mec, ils font, évidemment, il peut pas résister à rien de ce qu'elle dit et tout, voilà, donc elle l'allonge sur une grosse pierre, elle commence à lui troufouiller des trucs, elle l'ouvre, mais bon, lui, il est là, il sent rien, il sent qu'elle fait des trucs, puis il comprend ce qu'elle fait, mais il peut plus bouger, il est complètement en catalepsie, là, elle lui enlève une côte, et elle remplace par une côte en bois ou en pierre. Hein, et après, elle lui dit de redescendre. Mais avant qu'ils disent à sa tribu qu'ils arrêtent de rompre tel ou tel tabou, généralement sexuel, parce que sinon, il n'y aura plus de gibier. Et il redescend. Et en fait, c'est pareil, en fait, il redescend, oui, mais en fait, il s'est rappelé de rien. Il s'est simplement endormi sur le chemin. Et il se réveille et il a tout oublié. Et petit à petit, ça lui revient, l'échelle, la grotte, Dali, le message. Et donc, il délivre à sa tribu le message. Et c'est comme ça qu'il est devenu le chaman de la tribu. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous croyez plutôt à la première histoire. Ou si vous croyez plutôt que c'est la deuxième qui est vraie. Ou si vous croyez à aucune de ces histoires. Vous ne pouvez pas croire que les deux sont vrais, ça m'étonnerait un peu quand même, ça me surprendrait de vous, hein, comme je vous connais. Mais je pense que ce serait plus éclairant peut-être de comparer les deux histoires et de regarder leur structure, parce que est-ce que par hasard, des fois, ce ne serait pas exactement la même histoire, mais une en version chamanique sibérienne et une autre en version scientifico-tolé-boulon-échelle de chez nous. Voilà.
Et j'arrête parce que sinon ça va durer trop longtemps. Merci.